Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un podcast que j'attendais avec impatience ce soir avec deux invités qui représentent deux pays différents, disons deux situations différentes. On a Aurélien Bernard, fondateur de newsweed.fr, qui va nous parler ce soir de la légalisation plus du côté européen, la France et les autres pays autour de la France. Et on a Maxime Guérin, pardon, et là, je suis en train de regarder ton profil LinkedIn pour être bien sûr que je nomme tous tes postes. Il est directeur des affaires légales et au développement des affaires chez Mindy Cana. Il est consultant aussi au groupe SGF. Et il est l'avocat qui va représenter le dossier présentement qui va en cours le 27 avril au Québec concernant la pousse des 4 plans récréatifs qui est interdit présentement au Québec et au Manitoba d'ailleurs, mais ailleurs au Canada, on a le droit. Donc, on va commencer peut-être plus par notre invité français. J'aimerais ça peut-être que tu te présentes et que tu nous décrives un peu ton parcours, peut-être aussi ton site web, qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus. Tranquillement, pas vite, on va parler des pays de la légalisation en France, puis on va amener Maxime dans la conversation vers la fin avec la pousse en général. Mais comme je leur parlais un petit peu avant de commencer le podcast, ça va être une conversation à trois. J'ai mon chat Twitch qui est là. S'ils ont des questions, on va essayer de les attraper aussi. Si jamais vous écoutez ça en rediff sur YouTube, n'hésitez pas de laisser des commentaires puis des questions sous la vidéo. Je les attrape. Parfois, je leur transmets. Même des fois, c'est eux qui viennent sur la vidéo puis qui commentent aussi pour vous répondre. Donc voilà, bon podcast à tous. Merci d'abord, messieurs, d'être là. Est-ce que je peux te laisser te présenter quelque peu, Aurélien, pour débuter? Merci Blackpool déjà. Donc effectivement, moi je m'appelle Aurélien. Je suis le créateur de newsweek.fr, qui est aujourd'hui le média de référence en France sur l'actualité légale et mondiale du cannabis. C'est un site que j'ai créé il y a presque 6 ans maintenant. Je l'ai lancé le 20 avril 2015. Mon premier article d'ailleurs, c'était Qu'est-ce que le 420 parce que c'était la réflexion initiale. J'avais trouvé énormément d'articles anglo-saxons en anglais sur le 420. J'en avais jamais entendu parler en France. J'ai trouvé aucun article en France et en français sur le sujet. Et à l'époque, je travaillais dans les médias et j'ai créé, voilà, c'était un tout petit blog à l'époque pour parler du 420. Et en fait, le fait de voir qu'il y avait énormément de littérature en anglais sur le sujet, j'ai constaté que c'était pas normal qu'on ne l'ait pas en France et en français. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. La loi, on l'abordera peut-être, est un peu restrictive sur la liberté d'expression autour du cannabis en France. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais en tout cas, moi, mon interrogation autour du cannabis a commencé comme ça. Et après, je me suis demandé pourquoi c'était pas légal en France, qu'est-ce que ça faisait à notre corps. Je connaissais le THC, mais je ne connaissais pas le CBD. Donc, j'ai lu énormément de littérature sur le cannabis. En fait, je me suis fait ma propre éducation, vraiment. Sur énormément de littérature anglophone pour le coup, parce qu'en français, il n'y a pas énormément, hein, vous le savez bien. Et en plus, en France, voilà, comme le sujet est un peu caché, c'est très dur d'avoir du contenu en français. Et puis voilà, au fur et à mesure, sur le site, j'ai accumulé de l'audience, j'ai commencé à avoir des followers, des gens qui suivaient sur les réseaux sociaux. Et à un moment, je me suis dit que je quittais mon travail et que j'essayais de créer une entreprise autour de Newsweed pour en faire un vrai média avec une ligne éditoriale, avec le positionnement que j'ai aujourd'hui, qui est donc un site qui n'est pas militant, on n'est pas pro-cannabis, on n'est pas pro-légalisation. On parle juste de l'actualité. J'analyse aussi ce qui se passe. J'essaye de faire de connecter les points et toutes les petites actualités pour dépeindre la grande image de ce qui se passe partout dans le monde. Et on parle voilà, de l'actualité, des études scientifiques, thérapeutiques, du business aussi qui existe beaucoup aujourd'hui et qui n'existait pas quand j'ai lancé Newsweed, en tout cas à plus petite échelle. Puis aussi des célébrités voilà, qui se lancent dans le jeu du cannabis partout dans le monde. On publie 3 articles par jour depuis 6 ans. Et il y a énormément de choses à dire. C'est un sujet pour ça qu'on aime beaucoup, mais qui est tellement vaste à explorer. Chaque jour, voilà, autant il y a de l'actualité sur les États et sur les pays qui changent leur législation, autant même sur la science du cannabis, il y a encore énormément de choses à apprendre. C'est passionnant. Yeah, effectivement. J'ai une question qui me vient tout de suite à la tête. Là. Quand tu as décidé, disons, de laisser ton emploi puis de rentabiliser le site, déjà que c'est pas légal de votre côté, je sais que le CBD, c'en est légal, on va en reparler, là, mais quelle façon tu peux rentabiliser un site sur le cannabis? Quel annonceur était prêt à comme rentabiliser justement ce site-là avec toi? C'est une excellente question parce que c'est celle que je me suis posée dès le début. La particularité en France, c'est que pour le cannabis, tout est légal, sauf la plante. Donc, on a le droit d'acheter des feuilles longues, on a le droit d'acheter des bangs, on a le droit d'acheter des outils de jardinage, on a le droit d'acheter des graines.
Donc tout ce qui va autour de la plante est légal. Donc ça, c'était mes premiers annonceurs. Et aujourd'hui, il y a le CBD qui est légal et qui est légal. Il a toujours été. Le business s'est lancé vraiment en France en 2018. Et là, pour le coup, ça m'a amené de nouveaux annonceurs et permis de renforcer un petit peu la structuration. Après, j'ai travaillé aussi, par exemple, avec Weedmaps pendant 2 ans. Ils m'ont beaucoup aidé pour le coup. Je participais avec eux aux événements, je leur faisais remonter de l'information un petit peu de ce qui se passait en France parce qu'ils étaient très intéressés par l'Europe. Maintenant, ils ont tout fermé en Europe, ils sont revenus aux États-Unis et au Canada pour leur IPO notamment. Mais en tout cas, ils m'ont accompagné pendant 2 ans et ça m'a permis de tenir et de me structurer. Ok, c'est intéressant. J'aimerais ça amener peut-être Mathieu justement dans la conversation parce que c'est un peu l'inverse présentement qu'on a nous ici où on a même des articles dernièrement qui sortent comme quoi on n'a même pas le droit de vendre des t-shirts avec une feuille de cannabis, je pense, dessus. Les bongs, ça doit être super caché. D'ailleurs, j'aimerais attirer l'attention vers ton très joli pot de fleurs derrière toi. Il est très beau derrière, près de ta télé. Mais Yes. qu'est-ce que tu en penses justement de ça par rapport au Québec? En France, ils sont presque plus libérés de ce côté-là, mais le produit n'est pas Ouais. légal. Effectivement, écoute, c'est un peu la conséquence qui est venue avec la légalisation, parce qu'avant que ça soit légal au 17 octobre 2018, ce problème-là, on ne l'avait pas. Là. Je dis problème parce que pour moi, c'est un problème pour l'industrie. Là. Mais cette situation-là n'existait pas à l'époque. Puis dès qu'on est arrivé avec la légalisation, oups, on est tombé avec ça. Puis tu sais, faut pas se le cacher. Là, au Québec, on est vraiment l'enfant pauvre du cannabis. Là. On est très, très paternaliste dans l'approche. Donc, on se retrouve avec des interdictions complètes. Je pense que je lisais pas plus tard que ce matin que les plaidoiries sur le dossier, justement, des logos d'accessoires, de t-shirts, ces choses-là, ça finissait cette semaine ou ça venait de finir, là, je ne sais pas trop. C'est très représentatif du portrait de la situation actuelle au Québec. Fait que, on a légalisé, puis en même temps, c'est venu avec des pour, On a l'accès aux légiféré. produits, puis de l'autre côté, c'est venu. Ouais. On a légiféré, c'est ça. On a légiféré, on a encadré, puis au Québec, on a très encadré. C'est particulier, puis je reviens vers Aurélien parce que nous, de notre côté, exemple, on achète des produits qui sont dans des petits pots fermés, pas identifiés, on n'a pas le droit de voir ce qu'il y a dedans, mais parfois je me réfère beaucoup à Newsweed pour mes articles, les 420 News que je fais en vidéo, puis je regarde le site, puis j'ai des belles grosses fleurs de CBD partout en annonce à côté, à droite, à gauche, puis je suis comme, c'est tellement particulier, le produit récréationnel n'est pas légal, mais eux, ils peuvent faire de la promotion pour ce qui est légal déjà, il y a vraiment une espèce de... C'est comme très deux poids, deux paradoxal, mesures. mais la représentation de la feuille sur des t-shirts en France, il y a déjà des personnes qui sont fait condamner ou qui sont fait emmener au poste parce qu'ils avaient une feuille de chambre sur le t-shirt. Donc, on a aussi un petit peu ça. Mais c'est vrai que par rapport, moi, ça me fait toujours rire. Effectivement, le cannabis est légal au Canada et au Québec, mais le CBD, il est enclavé à la SQDC, alors qu'en France, le cannabis est légal et les boutiques de CBD, ça pousse comme des champignons, il y en a partout. En région parisienne, donc Paris et sa petite couronne, il y a 150 à 200 boutiques de CBD. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est immense, quoi. C'est plus de boutiques que on a de succursales SQDC. Que de SQDC. On a de la misère à en avoir 70, je pense. Ça m'amène à la question. Justement, oui, pardon. Excuse-moi. Justement, l'histoire du CBD au Québec, effectivement, c'est cloîtré à la SQDC, mais il y a Santé Canada qui a commencé à consulter pas très longtemps après la légalisation pour peut-être éventuellement, là, c'est ce que ça laisse sous-entendre quand on lit entre les branches, peut-être rendre ça en vente libre, un peu plus comme le Advil, mettons, là. Fait que en tout cas, on se croise les doigts que ça va devenir ça un jour, mais ça est en discussion depuis belle lurette déjà, puis on n'a jamais vu la couleur de quoi que ce soit sortir de là. Fait que c'est intéressant de voir que dans une place où est-ce que le THC est illégal, le CBD, au contraire, c'est comme allez-y, pas de problème. Là. Il y a déjà des produits topiques, je pense, en plus, des trucs que nous autres, on est en la remorque encore, on est en retard là-dessus. Mais la grosse question que j'aimerais préciser, justement, qui, moi, je me fais poser beaucoup, là, j'ai à peu près 35% de ma commu qui est européenne, puis les Québécois, on n'est pas au courant. C'est quoi le statut précisément et du CBD et du THC en France? Je vois des pizzas au CBD, je vois des boutiques qui vendent des fleurs, je vois... C'est quoi qui est légal, qu'est-ce qui est pas légal? Alors, c'est toujours complexe. Hein. C'est un mélange de légal et de marché gris pour l'instant sur le CBD. Et il faut vraiment distinguer les différents types de produits, surtout les produits à base de CBD, donc les topiques, les aliments infusés,
même les vape pens, le distillat de CBD, tout ça c'est légal en fait, les liquides aussi pour les cigarettes électroniques. Quand seule la molécule est autorisée, on peut la mettre dans des produits. Après, chaque type de produit encore va avoir des législations particulières. Sur les cosmétiques, c'est une législation européenne. Pour les aliments infusés, c'est le novel food. Normalement, on devrait déposer des dossiers pour autoriser chaque produit, ce qui n'est pas fait du tout en réalité. Et après, sur tout ce qui est CBD fumé, enfin inhalé en tout cas, avec les distillats ou les liquides, ça c'est 100% légal, il n'y a aucun souci. Après, sur la fleur, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris entre les lois européennes et les lois françaises. En théorie, la loi française restreint l'usage du chanvre à sa fibre et à sa graine. On vient de basculer sur le chanvre. Oui. On appelle ça du Pourquoi? chanvre. Ben, je sais pas, parce que nous, on va appeler le chanvre quand on fait des produits qui ont vraiment presque aucun lien avec THC, CBD. On va appeler ça du cannabis quand c'est du CBD ou du THC, mais... Ouais, mais alors en France, on fait la distinction entre le chanvre et le cannabis, c'est la même plante, on le sait, mais le cannabis qui est au-dessus de 0,2% de THC, le chanvre qui est en dessous. Okay. Pour que le CBD soit légal, il faut qu'il soit issu du chanvre. D'accord. Et les fleurs qui sont les fleurs CBD qu'on appelle, qui sont vendues en magasin, sont issues de variétés de chanvre. Normalement, doivent être listées dans un catalogue européen. Et en France, normalement, la France interprète les textes de loi, c'est pas écrit noir sur blanc. Et la France interprète les textes de loi en disant qu'on ne doit utiliser que la fibre et la graine, malgré que la graine pousse dans la fleur. Voilà, c'est aussi paradoxal à ce niveau-là. Donc, le chanvre peut être utilisé pour faire du ciment, pour faire des vêtements, pour faire des voitures, pour faire du biocarburant ou de l'huile de graines de chanvre, de l'huile alimentaire. Mais normalement, on n'a pas le droit d'utiliser la fleur brute ou d'extraire le CBD. Et le fait est que la fleur est commercialisée partout en Europe et qu'avec la libre circulation des marchandises, en fait, la France ne peut pas interdire un produit qui est vendu légalement en Allemagne, on ne peut pas l'interdire en France. Donc, en fait, dans toutes les activités liées au CBD, il n'y a vraiment que l'extraction et la culture du chanvre pour ces fleurs qui est vraiment restreinte en France. Sur le commerce, c'est un mélange entre du marché gris et des vraies autorisations. Et tous les jours, il y a des boutiques qui se font perquisitionner. Ça se bat vraiment en justice mois après mois pour savoir ce qu'on a le droit de faire. Le grand problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de régulation. On ne sait pas, les entrepreneurs ne savent pas ce qu'on a le droit de faire et pas de faire. Donc en fait, c'est vraiment la justice qui, cas après cas, procès après procès, nous aiguille sur ce qu'on a le droit de dire, de faire, de présenter. Et c'est très fastidieux. Ça a vraiment l'air d'être justement quelque chose qui pourrait être réglé par la légalisation, justement, et une légifération, mais qui emmène en même temps le problème qu'on a, nous, un peu au Québec, mais c'est que le gouvernement peut se mettre un peu les mains là-dedans maintenant, puis restreindre un peu plus parfois. Quand on parle de marché gris, on a quelque chose, je crois, similaire ici aussi au niveau de ce qu'on appelle les MOMS, les Mail Order Marijuana, qui sont des sites web principalement, il y en a qui vont appeler ça les sites du BC pour les sites de la Colombie-Britannique. Est-ce que ça marche un peu de la même façon? Est-ce que c'est quelque chose de similaire? C'est des sites qui offrent des produits de CBD avec, disons, plus ou moins des adresses fixes, puis on n'est pas non plus garanti de recevoir le produit, ou il n'y a pas vraiment de sécurité, c'est des paiements Interac, ou pas vraiment? Non, ça a vraiment pignon sur rue. Les boutiques, on en trouve partout, et du CBD, on en achète partout sur Internet aussi. Okay. L'absence de régulation, par contre, fait qu'on n'a aucune traçabilité sur d'où vient la fleur, comment elle a été traitée. On a des gros problèmes en France et en Europe parce que donc, les taux de THC sont limités à 0,2% de THC dans la plante, dans le produit fini. Sauf qu'il y a énormément de chanvre qui vient de Suisse, où là-bas c'est 1% de THC. Donc ils sont obligés de faire redescendre les taux de THC en les passant dans du butane, dans de l'éthanol ou de supercritique pour faire baisser les taux de THC, donc les terpènes aussi. Donc on obtient en fin d'extraction, on a une fleur qui est cramée, qui est pas belle, qui n'a plus d'odeur, qui n'a plus de goût. Et pour que ça convienne aux consommateurs, c'est reterpénisé après. Les gens rajoutent des arômes, parfois rajoutent du CBD sur la fleur de chanvre. Il y a vraiment l'opacité du marché, l'absence de régulation. On a des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et comme il n'y a pas de traçabilité, de transparence obligatoire, ça arrive beaucoup. Donc des espèces de produits style Moonrock il y en a partout. Méga concentré, c'est ça que j'ai déjà vu aussi, mais avec zéro garantie de sécurité non plus. Donc c'est presque pire que d'acheter dans la rue et de ne pas savoir ce que tu as dans... OK. Et l'autre question que je me pose, est-ce que ces espèces de zones vraiment plus grises-là, est-ce qu'à quelque part, il y en a qui s'essayent à passer des produits avec du THC? Genre, ils vendent comme un CBD, mais à force de l'utiliser, le consommateur comprend bien qu'il y a un buzz, puis que ce produit-là, il y a peut-être du THC, puis il va continuer à en racheter, ou c'est vraiment strict, puis ça, c'est limité? Là? Alors,
C'est assez strict. Ce qui peut arriver, c'est qu'on a des fleurs qui arrivent à 0,6% de THC parce qu'elles viennent d'Italie, et là-bas c'est 0,6. Et du coup, ça peut légèrement passer au-dessus des 0,2. Mais on n'a personne qui vend du cannabis THC à la place du CBD dans son magasin. C'est vraiment, ça n'existe pas. Ça, vous avez quand même un black market qu'on appellerait des pushers, des dealers dans la rue qui fournissent du THC. Le marché vraiment. noir, ouais. Le marché noir, il est assez vaste et assez facilement accessible pour qu'on n'ait pas besoin de boutiques en France. Est-ce que j'entendais depuis la pandémie, depuis 1 an, en fait, ça doit avoir un peu aussi... on ne fait pas la promotion non plus d'actes illégaux ici, mais on se renseigne, là, mais le marché noir doit avoir une espèce de gros problème de circulation avec les couvre-feux, puis les raisons aussi pour sortir de chez soi. Ça doit avoir fait augmenter le prix du marché noir de façon incroyable, l'espèce de pandémie. Bah, surtout sur le premier confinement, en fait, où là, on avait un vrai confinement où tout le monde était chez soi. Ça a largement modifié les entrées et les flux de stupéfiants, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais les entrées de stupéfiants en France, en fait, les réseaux ont mis 2-3 semaines à se réorganiser parce que ça arrive en camion, ça arrive en transport en France. Et comme il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien qui rentrait. Mais les réseaux ont mis 1 mois à se réorganiser. En fait, après, il y avait quand même du stock de marchandises en France. Les prix ont augmenté momentanément. Forcément, les gens se déplaçaient plus pour 20 euros, mais c'était pour 20 grammes ou pour 30 grammes. Il y avait une quantité minimum de commandes augmentées, forcément. C'est vraiment la loi du marché qui s'exerce. Mais aujourd'hui, si les méthodes ont peut-être un petit peu changé, il y a beaucoup plus de livraison à domicile, d'envoi postal. Les gens se déplacent moins dans les fours, on appelle ça les fours. Les cités, vraiment les endroits dans les cités où il y a un guichet avec un menu. Et puis tout le monde attend en file et puis achète au fur et à mesure. Donc il y a peut-être un petit peu moins les fours, mais les fours existent toujours et ça n'a pas changé énormément de choses. C'est toujours ultra disponible. Les saisies ne font qu'augmenter, mais ce qui veut dire que le produit est toujours là massivement et de plus en plus. Donc ça n'a pas changé énormément de choses et sur les prix, il n'y a pas eu de répercussions in fine, quoi. OK. Ça m'amène à parler un truc, moi, que je remarque depuis 1 an, que je m'intéresse plus aussi aux nouvelles puis tout ça, là, mais c'est les nouvelles qui ressortent de chez vous, la France particulièrement, justement, les saisies dans ce que tu appelles les fours ou des saisies d'une boutique de CBD, des choses comme ça. Il y a souvent une espèce de discours qui, là, je pèse mes mots, je veux pas vraiment insulter personne, mais pour nous est vraiment un peu passé, un discours, pas arriéré ou rétrograde, je veux vraiment pas utiliser des mots qui pourraient mal paraître, là, mais arriéré en termes d'années, on pensait comme ça nous aussi avant, là, il faut tout fermer parce que il faut pas légaliser parce que si on enlève le cannabis, les dealers justement des fours vont se mettre à vendre des produits plus graves, des drogues plus lourdes. Tandis que pour nous, puis t'interviens Maxime si t'es d'accord avec ça, j'ai l'impression que la légalisation au Québec n'a pas du tout amené ça, mais c'est l'inverse, c'est que par exemple, le cliché pour nous, c'était quand on allait acheter du weed, il fallait aller jouer une game de jeux vidéo avec notre dealer pendant une demi-heure avant qu'il nous donne notre gramme de weed, puis à côté, t'avais de la cocaïne, puis d'autres drogues qu'il t'offrait parce qu'il dealait ça aussi, tu sais. Donc si t'as plus cette exposition-là à ces marchés légaux-là, j'ai l'impression, puis que tu te retournes vers des boutiques légales. En tout cas, moi, c'est la façon que j'ai l'impression que la légalisation s'est passée au Canada, mais bref, je sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec cette affirmation-là, mais pourquoi c'est encore comme ça en France, puis qu'est-ce que tu penses de cette espèce d'affirmation-là? Non, mais c'est totalement vrai parce que en France, pour te dire, on a encore certains politiciens qui nous parlent de la théorie de l'escalade, comme quoi quand tu commences avec du cannabis, tu vas te piquer à l'héroïne 2 jours après. C'est encore un argument qui, dans les têtes, malgré que ça a été démonté dans les années 70, ça n'a jamais été vrai. Et en fait, si l'escalade des drogues, elle arrive, elle existe, c'est quand tu vas chez le dealer. C'est-à-dire tu rentres avec lui parce que tu vas acheter du cannabis et lui, il te propose autre chose. Là, l'escalade, elle existe effectivement. Et en fait, si tu coupes le dealer et que tu emmènes les gens dans un magasin légal, il n'aura pas le droit de proposer de la cocaïne. Et en fait, cette tentation, elle n'existera plus. Donc, et le marché de la drogue dure n'est pas un marché de l'offre, c'est un marché de la demande. Donc, c'est pas parce que ceux qui auront envie de consommer des drogues dures ont toujours envie, ils sauront où aller, mais c'est pas parce que potentiellement il y aurait plus d'offres qu'il y aura plus de consommateurs, parce que de toute façon, les consommateurs n'iront pas voir ces dealers pour du cannabis déjà. Et ça, c'est l'argument qu'on a en France aussi, c'est que en fait, ça permet de nourrir une espèce de paix sociale pour ces personnes, de gagner de l'argent illégalement, mais au moins elles en gagnent. Et ça, c'est un vrai argument, qu'on entend en tout cas extrêmement souvent en France.
Et moi, je le prends vraiment comme une défaite républicaine, où on considère qu'une certaine frange de personnes n'aurait pas à s'intégrer et pourrait vivre en marge de la société avec quelque chose qui est légal. En fait, le propos d'une nation et d'une république, c'est d'emmener tout le monde avec soi et de laisser personne derrière. Et pour le coup, qu'un politique reconnaisse qu'on peut nourrir certaines personnes d'une activité légale, c'est un vrai abandon, c'est un désaveu total de ce que devrait être une nation et de ce que devrait être un pays. Et pourquoi ça évolue pas en France? C'est vraiment la seule question à laquelle j'ai pas de réponse. Parce que les arguments sont là. On a des exemples aujourd'hui avec le Canada. Alors, plus les années passent et plus on aura justement des chiffres sur les répercussions. On a le Portugal aussi en Europe qui a dépénalisé il y a 20 ans maintenant et qu'on fait baisser leur taux de consommation de toutes les drogues, les overdoses, les transmissions de maladies. La politique française, c'est pas une politique de raison. Si on dirigeait uniquement par la raison sur le cannabis et les drogues en général, ça ferait longtemps qu'on aurait changé. Donc c'est très dogmatique, c'est très politicien, mais dans le calcul. Est-ce que je vais gagner des voix si je dis qu'il faut légaliser ou est-ce que je vais en perdre? Des personnes qui sont arrêtées aussi beaucoup sur le sujet et qui n'ont pas été éduquées. Et c'est vraiment un mélange de choses. On cite aussi beaucoup l'emprise du vin, voilà, de l'alcool en France. Les lobbies du vin. Parce qu'on a cette culture. Mais en fait, on est des bons vivants. Et si on aime le vin, on aime aussi manger et on aime aussi fumer. C'est même pas un argument, en fait, sur le côté hédoniste un petit peu du français, peut-être un peu plus sur le côté du lobby. Mais j'ai pas d'argument et de réponse toute faite. Et plus je creuse le sujet, et moins j'en ai. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi la France n'avance pas aujourd'hui. Maxime, de ton C'est côté, intéressant. c'est ça, je C'est voudrais faire le intéressant parce que parallèle. l'esprit de la loi fédérale, quand ça a été adopté, puis ça a été vraiment une cassure avec tout ce qu'on a entendu par le passé à propos du cannabis puis des drogues. Quand la loi fédérale sur encadrant le cannabis a été adoptée, ben, le thème général des discussions menant à tout ça, ça a été toujours l'aspect public, l'aspect de santé publique. Donc, justement, de sortir les gens de la rue pour les amener chez un dealer légal, où est-ce que l'offre et la tentation ne sont pas là. On n'a que du cannabis qui est vendu. Fait que à un moment donné, quand les gouvernements se branchent, ben, ils finissent par tomber dans la raison, mais avant ça, ben, ils restent dans la démagogie. Fait que c'est un exemple assez patent. Puis l'exemple ici, très concret, ben, c'est ça, c'est qu'on est tombé du jour au lendemain du discours très moralisateur et très démagogique et démonisant à propos du cannabis. Puis du jour au lendemain, ben, oups, on décide qu'on crée une industrie, puis là, on tombe dans un argument de santé publique. Euh, c'est cohérent quand on est rendu à l'adopter puis à le mettre en place, mais c'était pas cohérent avant. Fait que c'est super intéressant de voir que bon, l'histoire se répète. Le jour où un gouvernement en France va décider qu'on légalise, ben, soudainement, on va parler de santé publique puis à quel point ça vaut la peine de permettre l'accès à cette drogue-là de manière récréative pour qu'on sorte les gens de la rue. Puis ça m'amène sur un aspect au Québec qui est toujours très intéressant. Tu sais, l'esprit de la loi fédérale, comme je le disais, qui a été adopté, là, le projet de loi du Parlement fédéral, c'est vraiment un aspect de protection de la jeunesse, protection de la santé publique, éradiquer le marché noir. Puis, on a décidé au fédéral de dire, bon, ben OK, il va appartenir à chacune des provinces de distribuer le cannabis. Puis, chaque province a adopté sa propre loi, les territoires aussi. Là, il y en a peut-être un ou deux qui a laissé ça de côté. Là. Je pense que le territoire du Nord-Ouest, ils n'ont jamais rien adopté, mais en tout cas, peu importe. Puis au Québec, on a adopté notre loi, puis on a adopté une des lois, sinon la loi la plus sévère au Canada. Puis, en tout cas, tant qu'à moi, en tant que juriste qui ouvre sa loi puis qui la lit, ben, quand j'ai d'un côté l'aspect fédéral qui vient me dire il faut éradiquer le marché noir puis il faut rendre ça accessible dans un aspect de santé publique, puis de l'autre côté, j'ai le Québec qui vient dire ben, OK, mais on le fait dans un monopole sans affichage, puis en plus, on le restreint aux 21 ans et plus. Ben, moi, ça graphigne parce on élude de plus en plus l'esprit de la loi fédérale qui est comme ben, rendons ça accessible pour que ça soit sécuritaire. Puis là, au provincial, on nous dit non, 21 ans et plus. Puis tout le monde s'entend pour dire, même parmi les experts, que le 21 ans et plus, ben, il n'y a pas vraiment d'appui scientifique là-dessus. Fait que, d'un côté, on a une loi qui vient nous dire, il faut éradiquer le marché noir, puis de l'autre côté, on a une loi qui vient nous dire, ben, on ne vend pas aux 21 ans et plus, on limite va à presque 30% de THC. laisser un produit, genre, au marché noir au Québec, comme tu dis, en limitant le THC, Ben, en permettant pas les vape pens, puis les edibles, ben, c'est comme les sites, les moms, justement, qu'on parlait, puis les sites gris, prenez-la à cette place-là, la nature horreur du vide, c'est sûr que ça va arriver.
Effectivement. Puis, tu sais, on s'entend que tu dis que c'est gris, ce marché-là, les mobs, mais c'est plus gris. Tu sais, ça a déjà été gris parce que les gens se rabattaient sur l'exception médicale, mais depuis la légalisation, tous ces gens-là sont tombés dans la complète illégalité. Puis, tu sais, un jour, à un moment donné, le but du gouvernement canadien, particulièrement, c'est de rapatrier 100% des parts de marché du marché illégal vers le marché légal. Mais tant et aussi longtemps que le Québec maintient ses lois de mononcle des années 60, ben, on réussira jamais à atteindre cet objectif-là parce que tant et aussi longtemps que tu ne mets pas du vrai hash sur le marché, quand je parle de vrai hash, on ne parle pas du hash coupé en bas de 30%, là. On parle du hash en haut de 30% comme ça devrait l'être. Après ça, tous les concentrés qui se vendent ailleurs dans les autres provinces, les rosin, tous ces trucs-là, les vape pens particulièrement, ben, tant qu'on ne permettra pas ça, on ne réussira jamais à atteindre cet objectif-là de santé publique puis d'éradication du marché noir. Puis là, ben, on est-tu en contradiction avec la loi fédérale? En tant que petit juriste assis dans ma chaise, moi, je me dis que oui, parce que le but principal, c'est éradiquer le marché noir. Puis de l'autre côté, ben, on fait tout pour ne pas l'éradiquer parce que ces produits-là se mènent trop dangereux. Le cannabis, c'est légal, mais c'est pas banal. Hein? Ouais. On se souviendra des mots du ministre. Fait que, c'est un peu une grosse contradiction. Puis malheureusement, ben, au Québec, on vit dans ce milieu-là. Notre industrie est un peu plombée par tout ça. Là. Clairement. J'ai comme deux questions. Particulièrement à propos de la légalisation au Québec puis des autres drogues, est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on le sait maintenant, est-ce qu'on commence à avoir des stats par rapport à justement, est-ce que ça a augmenté, est-ce qu'il y a eu un pivot, est-ce que des gens se sont mis à faire comme d'autres drogues, est-ce qu'il y a eu une augmentation de la consommation en général? Si je me trompe pas, il n'y a rien qui a augmenté de ce niveau-là au Québec, right? À ma connaissance de ce qu'on lit, ouais, c'est ça. En général, au Canada, ça n'a eu aucun impact autre qu'on vole des parts de marché du marché noir. Puis l'autre impact que ça a eu, c'est que c'est un peu surprenant, mais en même temps, quand on y pense, c'est intéressant. Là, mais les baby boomers là, sont la tranche d'âge qui ont le plus augmenté leur consommation de cannabis. Ils sont retournés. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que tu te dis, bon, ben, crime, pas si pire, là, tu sais, tous les mots puis les 7 plaies d'Égypte qu'on avait annoncés parce que le cannabis allait être légalisé, ben, tu sais, le pire qui est arrivé, c'est ça. C'est qu'on a volé des parts du marché noir puis il y a plus de baby boomers qui s'est mis à fumer du cannabis. Le pire, c'est qu'il y a certains produits de la SQDC que j'ai décrits comme ça, tu sais, j'ai fait ça, c'est un petit drink au CBD THC pour Ginette puis Gaétan sur le bord du feu, tu sais, qui, hey, viens voir ma mollo, man, 0.5 grammes de THC, on va avoir du fun. Mais bon, je veux pas non plus diss les gens qui font du microdosing, là, c'est pas ça. Je trouve ça vraiment juste dommage qu'on n'ait pas des edibles puis des drinks avec un petit peu plus de TH, mais ça, c'est un autre dossier. Question aussi qui me vient à l'idée pendant que je vous écoute les deux, là, mais on parle que c'est illégal, justement, les mômes, c'est tombé vraiment dans l'illégalité de ton côté aussi, puis Aurélien, t'as la promotion un petit peu de... Puis là, je veux pas te mettre dans la merde non plus avec certains de tes annonceurs si c'est le cas, là, mais moi, je commence à voir de plus en plus, par exemple, directement sur Facebook, des moms, des mail order marijuana qui annoncent, là, je vois du moche passer, je vois des edibles passer, je vois du weed passer, puis c'est aucun produit de LP, là. C'est carrément des sites illégaux. Je le vois sur Instagram de plus en plus. J'ai même du monde qui me rapporte qu'ils ont des pubs de moms avant mes vidéos YouTube à moi, genre. Fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, ces plateformes-là tolèrent ça et les gouvernements tolèrent ça aussi? Pourquoi ils se mettent pas le nez là-dedans, à quelque part? Là? Si tout le monde est si facilement capable de commander de ça, je comprends pas que le gouvernement se mette pas le nez là-dedans, autant de notre côté qu'en Europe, là. Tu sais, tu as deux volets à ça. C'est que, de un, tu as le volet que, bon, les plateformes web, souvent, c'est pas toutes les plateformes qui ont tout ce qu'il faut en place pour être capable de faire ce suivi-là, d'aller fermer ces sites-là, les avertir, etc. Tu sais, ça devient extrêmement difficile à gérer pour les médias sociaux. Tu sais, nous, chez Mindy, on gère une page de réseaux sociaux, puis tu sais, des fois, on reçoit des trucs, mais tu sais, c'est très limité. Fait que, en partant, ça devient difficile de gérer ça pour la plateforme de réseau social, de gérer les mobs. D'autant plus que c'est relativement facile de contourner l'espèce d'intelligence artificielle qui trie les mots. Fait que, d'un côté, ça devient difficile au niveau des réseaux sociaux à suivre, puis au niveau des plateformes, ben, souvent, les mobs sont installés ailleurs, souvent sont hostés en Chine ou dans d'autres pays, en Russie, des mythes. Fait que tu n'es pas capable de retracer où est-ce que le mob est hébergé.
C'est ça. Fait que la juridiction est comme dure à appliquer. Fait que pour l'Internet en général, la police d'Internet, ben, ça devient dur d'aller fermer ces sites-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que pour les autorités, c'est encore pire. Les autorités, depuis que la légalisation du cannabis est arrivée, ben, ils se sont dit, ben, c'est rendu légal, on a d'autres chats à fouetter. Puis les budgets qu'on passait là-dedans, ben, passons-les ailleurs. Luttons contre les drogues dures, par exemple. Fait que, il y a J'avais pas ça. pensé à ça. C'est vrai. En Ontario, puis ailleurs au Canada, on commence à avoir un peu plus. Là. Ben, on a vu beaucoup cet été puis à l'automne, des gens qui se cachaient sous des permis ACMPR. Là, ben, c'est l'ancienne appellation, là, mais des permis de pousse personnel médical. Il y avait beaucoup de gens qui se cachaient derrière ça pour faire des cultures. Ben, ça a été la première porte d'entrée, mais c'est la pointe du iceberg de la réalité. Là, tous ces mômes-là sont fidés par des gens qui font pousser local. Puis ben, ça devient extrêmement difficile pour les autorités à suivre, là, parce qu'à un moment donné, ben, en partant, aller visiter une installation, si tu n'es pas invité, ben, ça te prend un mandat, ça te prend des soupçons. Il y a tout un régime ultra complexe avant de pouvoir faire ce que tu veux. Fait à un moment donné, les autorités se disent ben, on va mettre nos énergies sur quoi ailleurs, qui est. Ouais, c'est ça. C'est le fléau, comme tu dis, c'est que même s'ils débarquent chez ces gens-là, le trois quarts vont avoir un permis de pousse. Des fois, c'est 300, 500 plans. Je sais qu'ils sont en train de revoir ces lois-là pour peut-être enlever des espèces de très gros nombres comme ça. Le grammage par jour est ça devient dur pour eux à gérer. Puis, une fois que pour aller chercher un mandat, il faut que tu aies de très forts doutes puis que tu aies un bon dossier de montée. Je ne suis pas procureur de la couronne puis je ne fais pas de criminel, mais de connaissance générale de juriste. Ça te prend un bon dossier pour débarquer devant le juge puis dire je veux un mandat pour aller débarquer chez un tel parce que je me doute qu'il fait le trafic de cannabis. Puis, les autorités veulent aussi frapper là où est-ce que ça vaut à peine. Fait que tu débarques pas une place qui fait le trafic d'une livre par mois. Tu vas essayer de débarquer une place où est-ce qu'il en fait à pu finir. Fait que les mômes sont bien, bien contents. Puis eux autres, comme ils sont dans la craque un peu entre deux chaises, puis comme pas grand monde qui les regarde. Puis tant il y a aussi longtemps que le Québec va interdire les produits à 30% de THC et plus, c'est ça, puis encourager les mômes, c'est pareil, là, tu sais, à un moment donné, il va toujours en rester, puis c'est un marché, on parle d'un legacy market, là, je veux dire, les gens qui ont mené à la légalisation, ben, c'est des gens qui étaient dans l'illégalité toute leur vie. Fait que, tu sais, si tu essaies de fermer tout ce monde-là d'un coup en légalisant, ben, si tu veux viser juste, ben, fais-le de manière intelligente, c'est-à-dire augmente l'offre de produits, puis assure-toi que les règles pour rentrer dans le jeu sont plus basses un peu, tout en regardant certains standards de qualité du produit. Organise-toi pour qu'il y ait de l'offre puis du marché pour ramener ce monde-là puis les faire cogner à la porte légale au lieu de les envoyer dans le marché noir. C'est toute la brillance de notre gouvernement actuellement qui fait en sorte qu'on est dans cette situation-là. Yep, bien dit. De ton côté, Aurélien, spécifiquement peut-être un petit peu plus, parce que tu en as parlé aussi, les commandes en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de... Moi, il faut que je les bloque sur ma chaîne YouTube, mais des gens qui viennent via les commentaires essayer de plugger leur Snapchat ou leur Instagram, puis là, ils mettent un numéro de téléphone en plus, des choses comme ça. J'ai l'impression que les dealers puis les marchés illégaux utilisent bien ces petits réseaux-là. Est-ce que la police fait quelque chose? Est-ce qu'il y a de l'énergie qui est mise à ce niveau-là sur le web? Alors, moi, j'ai ça beaucoup, effectivement, dans les commentaires sur ma page Facebook ou sur mon Twitter, où les gens s'abonnent ou mettent des commentaires qui redirigent vers Snapchat avec le petit QR code. Et puis derrière, tu peux... tu veux un plan sur Paris? Ouais, c'est ça, exactement. C'est du H chaud à 3 km de chez toi. Exact. C'est un peu comme avec les sites porno, mais avec du weed. Mais la police, je pense qu'elle essaye, mais en fait, c'est tellement massif, c'est tellement dur de remonter un profil Facebook qui redirige vers Snapchat, qui derrière redirige, en fait, c'est des plateformes d'appel qui prennent les commandes et puis qui derrière les envoient aux livreurs qui viennent chez toi. En fait, c'est tellement bien organisé que c'est extrêmement difficile. Et comme disait Maxime, tu peux pas juste aller chez la personne qui est sur son ordinateur en train de commenter. Il faut que tu aies du flagrant délit, que tu aies remonté des gens. Et en fait, pour arrêter 3 mecs, ça prend 400 personnes pendant 6 mois. Quoi. Et c'est ce qu'on voit. Hein, quand ils débarquent dans les fours, ils arrêtent 4 personnes. Tu as le GIGN, tu as la brigade de répression, tu as la BAC, enfin voilà. Et en fait, c'est 6 heures après, tu as 4 nouvelles personnes qui sont sur le terrain. Donc, c'est vraiment vider la mer à la petite cuillère. C'est pour ça que la répression ne marche pas et ainsi de suite. Hein. Donc, la police fait quelque chose, mais je pense que l'océan est tellement vaste et qu'ils n'ont pas les moyens de réagir en direct, hein, parce que les gens qui commentent, il faut tout de suite supprimer le commentaire. Sinon, ça reste à vitam aeternam. Après, sur la pub,
Alors, j'ai pas ces choses-là. Et en France, en fait, ils bloquent. On peut pas faire de pub pour le CBD sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne savent pas faire la différence entre CBD et THC. OK. Et du coup, par prévention, tout ce qui est chanvre ou cannabis, c'est mis dans le même sac. Ça coupe. Et par exemple, il y a une marque qui s'appelle Ocaran qui fait des cosmétiques à base de chanvre. Il y a un peu de CBD dans certains des produits, mais pas dans tous. Et elle s'est vue fermer ses profils Instagram et ses profils Facebook, alors qu'elle vend du chanvre et des produits qui sont totalement légaux, sans rien à l'intérieur, quoi. Je crois même qu'elle est un peu vendue au Canada, donc pour te dire qu'il n'y a pas de CBD à l'intérieur, c'est vraiment que du chanvre, elle a réussi à faire exporter. Mais par prévention, ils ferment tout, et c'est une très grande complexité pour les marques de CBD qui se lancent. Et c'est pour ça qu'elle s'adresse à moi aussi pour faire de la pub sur Newsweek, parce que sur Newsweek, elles peuvent le faire. Et sur les réseaux sociaux, elles ne peuvent pas. Pour le coup, j'ai pas le monopole parce qu'aujourd'hui, les médias mainstream commencent à accepter la publicité pour le CBD. Mais en tout cas, ils savent que chez moi, les portes sont ouvertes. En plus, que la communauté qu'il y a derrière, que l'audience est très affinitaire avec ces produits. Donc, les taux de clics sont intéressants. Comment on appelle ça, une marée rouge au lieu d'une marée bleue. Là, ils visent exactement des clients qui savent qu'ils sont intéressés par le produit. Je te dirais que je pourrais enchaîner aussi là-dessus pour les réseaux sociaux. On vit un peu la même chose, je pense, au Canada en général. En fait, c'est peut-être un profil mondial, mais certains réseaux sociaux sont plus ouverts au cannabis. Par exemple, je sais que certaines pages Facebook de cannabis vont se faire fermer. Il y en a qui vont dire c'est parce qu'il y a des gens qui mettent trop de signes de dollars puis que Facebook pense qu'il y a de la vente qui se fait. Instagram, je sais qu'il y a beaucoup de growers, des gens qui font de la culture du cannabis, même si c'est légal au Canada, qui inscrivent que c'est ACMPR, ils se font fermer leur page parfois Instagram. Je pense que TikTok est le plus sévère, puis j'essaierais peut-être même de ramener ça au fait que c'est une application chinoise, là, mais allez, dès que t'as weed, dès que t'as cannabis, ton TikTok se fait enlever tout de suite. Moi, j'ai tenté de faire de la promotion là-dessus, je peux rien faire pour mon contenu là-dessus, c'est sûr. Où il faut que tu écrives des mots genre weed avec des 3 dedans en place de des E, puis tu sais que tu contournes toute la terminologie. Snapchat, j'ai jamais vraiment essayé, mais avec ce que je vois des Français qui font la promotion de leur plan pour en vendre, ça a l'air d'être quand même assez facile. Instagram, c'est ça. Je vois beaucoup de gens sur Twitter dire bon, j'ai quitté Instagram, je suis plus capable de me faire fermer mes pages à tous les 6 mois. J'ai l'impression que c'est les plateformes qui se font une espèce de décision à l'interne, dépendant de leur juridiction. Puis récemment, YouTube vient disons, délégiférer sur le cannabis en général. Je vais peut-être avoir la possibilité de monétiser certaines vidéos de ma chaîne puis des choses comme ça. Ils sont beaucoup moins dramatiques qu'il y a, je vous dirais, 6 mois à 1 an où il y avait des chaînes qui se faisaient fermer parce que ça parlait du sujet. Je trouve ça intéressant. J'aimerais... Oui. Écoute, tu parles de YouTube et de son changement de politique. Tu sais, aux États-Unis, le Safe Banking Act est passé ou en voie de l'être. Avec Biden, c'est ça qui est en train de... C'est ça doit avoir beaucoup de liens avec ça. Puis effectivement, on sent une petite tendance à ce que ça dessert, mais pas tant que ça non plus. C'est un autre sujet que j'avais pas prévu vous parler non plus, mais c'était quelque chose qui est en train d'arriver dernièrement. J'ai vu un article dans Bloomberg comme quoi la démographie des consommateurs de cannabis, que ce soit CBD, THC ou quoi que ce soit, est comme la démographie idéale pour tous les annonceurs à quelque part. Là. Autant avant, on était répertoriés comme les fainéants, les slacks, les gens qui sont un petit peu moins productifs. Mais là, c'est rendu hip, c'est rendu cool presque, tu sais. Puis t'as des jeunes, puis t'as des moins jeunes, puis t'as des plus vieux qui consomment, fait qu'ils peuvent comme rejoindre assez large. En tout cas, bref, je sais qu'il y a de plus en plus d'industries qui se lancent aussi dans les produits dérivés, puis tout ça. Ils se rendent compte que tout le monde consomme et que le cliché qu'on avait, c'était uniquement le cliché de la prohibition, et qu'en fait, tout le monde consomme. Du mec, alors malheureusement mineur, et on espère que ça commence majeur, mais à la mamie qui découvre que le CBD ou le THC, ça fait du bien sur ces trucs. C'est la démographie, en fait. Effectivement, j'ai beaucoup de femmes. C'est juste un produit de consommation courante. Moi, j'ai beaucoup de femmes de plus en plus dans ma commune, justement, qui sont comme... J'ai enfin découvert que la consommation de cannabis m'aide avec, par exemple, mes règles ou ma ménopause ou quoi que ce soit. C'est tous des trucs qui, avant, étaient tellement mal vus qu'ils n'étaient pas utilisés. Je bouille de questions, puis tout, j'essaie de pas m'échapper, mais j'aimerais ça, Maxime, que tu nous parles. On parlait justement du gouvernement français, quel gouvernement va décider de légiférer, et moi, j'ai tout le temps énoncé plutôt, qu'au Québec, ce que j'ai eu l'impression qui est arrivé, c'est que c'est pas été un gouvernement tant que ça qui a fait avancer la cause. Bon, oui, c'est Trudeau, mais en gros, c'est des lobbies, mais surtout la justice par rapport au médical, qui a un jour obligé le gouvernement canadien à fournir du cannabis médical à ses patients et qui a tranquillement ouvert la porte, là, je pense que c'était en 2012 ou 15, je sais pas trop, dans ces eaux-là, là, vers justement des légiférations puis du légal. Et après, c'est les lobbies un peu, l'argent qui a fait avancer aussi certains gouvernements à légiférer. Ça sera pas, disons,
D'après moi, la graine ne va pas partir d'une promesse électorale lors d'une élection, mais ça va partir d'un lobby que ce gouvernement-là veut aider ou de la justice qui commence à mettre de la pression. Est-ce que tu penses que ça va être la même chose en France? La question s'adresse à vous deux, en fait, là, mais est-ce que vous pensez que c'est un peu la même chose en France? Ça va être plus la justice, peut-être des lobbies qui vont pousser votre gouvernement à faire la Tu sais, même? je me lance au Canada. Ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment la question médicale qui a fait avancer tout le contexte du cannabis. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est adressé devant la Cour suprême en disant ben, j'ai besoin personnellement de cannabis à des fins médicales. Il a réussi à convaincre les tribunaux là, à se rendre en Cour suprême. Ça, c'est au début des années 2000. Les choses ont tranquillement évolué là, sur un bon 15 ans, en fait. Puis est arrivé, bon, OK, on a le droit d'avoir du cannabis à des fins médicales maintenant. Puis tu sais, je dis ça, là, puis gardez en tête toute la psilocybine, en tout cas les champignons Le magiques. mushroom, Gardez en tête ça parce que ouais, le la moche, là, même affaire est en train d'arriver. ça va faire la même affaire, probablement, peut-être moins au niveau récréatif, mais au niveau médical, ça va être un peu la même chose. On a reconnu devant la Cour suprême, bon, que on devait le rendre accessible à des fins médicales. Parfait. Ensuite de ça, la Cour suprême a fini par reconnaître que le fait que ça soit encore encadré et que tu ne puisses pas y avoir accès, ben, ça nuisait à ton droit à la santé. Fait qu'on a créé un régime où est-ce que tu as le droit de t'approvisionner. Après ça, la Cour suprême est venue dire, ben, t'approvisionner chez un seul dealer sans avoir la possibilité de le faire toi-même, ben, ça nuit à ton droit à la santé. Tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est là. Puis, bien entendu, tout le long de ce chemin-là, ben, il y a des gens qui sont venus se greffer puis qui ont vu l'opportunité dans ça. Tu sais, tous les gros producteurs récréatifs actuellement sur le marché, ben, je dis tout, là, mais la grosse majorité, ben, ils ont tout un historique qui date de back in the days quand L'époque médicale. c'était médical. Là. Ça vient tout de là. Fait que, tu sais, oui, la conjoncture de tout ça a fait en sorte que le volet social s'est joint au volet de l'argent, puis oups, ça a fini par déboucher. Puis, tu sais, le Parti libéral du Canada a certainement pas mis ça dans sa plateforme pour le fun. Tu sais, oui, ça vient du comité des jeunes, mais en arrière, il y a un aspect économique là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas une mauvaise chose parce que au final, ben, si tu mets pas, tu sais, si pour convaincre des gens, tu n'as pas un autre aspect que, ben, enlevez vos préjugés de la tête, ben, si tu lis ça euh, à un aspect économique, ben, oups, ça passe peut-être un peu plus facilement dans la tête des gens, puis oups, on est capable de le rendre plus Clairement. légitime, si on veut, face à la population. Fait que ça a été tout ça en même temps, puis effectivement, ben, il y a un lobby qui s'est installé, puis tu sais, le lobby s'est installé, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le lobby, il vaut ce qu'il vaut, là, dans le sens où on est pris dans le régime actuel, puis les évolutions sont peut-être moins à venir. Là. Mais au moins, Ça ça l'a débouché sur de quoi. ça donne le goût de dire que c'est quand même encore l'argent qui mène le monde, mais en même temps, c'est un mal un peu inévitable. Mais c'est la même Ouais. chose qui arrive à New York. Ils sont en train de légaliser aussi pour un peu relancer l'économie après la crise, la Ouais. pandémie puis tout ça. Est-ce que vous avez ce genre de lobby-là de ton côté en Europe? Est-ce qu'il y a des mouvements comme ça, Aurélie? Alors, en Europe, je ne crois pas. Il y a des groupes d'intérêt sur le chanvre, bien sûr. Après, sur la légalisation du cannabis, j'en connais pas. On a quand même beaucoup de retard en Europe sur le cannabis. Le seul pays vraiment qui fait du cannabis médical, enfin qui a une industrie, une régulation du cannabis médical qui vaut le coup, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne ne cultive même pas son cannabis pour l'instant. La première école devrait arriver à la fin de l'année, mais il y a tellement de retard dans la régulation, les attributions de licence, tout ça, que ça traîne. Mais pour l'instant, ils importent des Pays-Bas, ils importent d'Amérique du Sud, enfin partout, du Portugal. Mais c'est vraiment le seul pays où il y a un système de cannabis médical qui est vraiment déployé à l'échelle nationale. Donc, on est très en retard sur l'installation. Vraiment, on n'a pas Canopy, on n'a pas Aurora, on n'a pas Tilray, on n'a pas ces gros LPs qui ont commencé sur le médical et qui ont commencé à amasser de l'argent et puis qui ont pu aller faire du lobbying pour ouvrir les autres portes. Donc, on n'a vraiment pas ça. En revanche, je pense réellement que ce qui fera la légalisation du cannabis en Europe, c'est le lobby et c'est le business. Parce que dans la tête des gens, tu parlais de la tête des gens tout à l'heure, les gens en France sont prêts à légaliser. 80%, si je ne me trompe pas. Là. Sur le médical, c'est au-dessus de 80%. Sur le récréatif, c'est à 50%. Les derniers sondages, c'est 50-51%. Okay. Tu disais 80% peut-être parce qu'il y a eu une enquête publique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où il y a eu 80% en faveur d'une légalisation. Mais ce n'était pas un échantillon représentatif de la population. Il y a eu beaucoup de personnes comme toi et moi qui en ont parlé, ouais, puis qui en ont parlé, puis qui ont mis ça dans les amateurs Facebook, qui ont répondu.
Donc, c'est pas vraiment représentatif, mais il y a, à mon avis, une majorité de la population quasiment qui est en faveur. Et en fait, ce qui va permettre le cannabis médical, c'est pas une stratégie comme ça l'a été en Californie, la stratégie du cheval de Troie, du thérapeutique. Mais ce que ça va permettre, en tout cas, c'est de démocratiser un peu son usage et puis de casser quelques barrières et de lever quelques freins sur le cannabis, c'est la drogue. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui, cette année, se plaît à répéter toutes les 2 semaines à la télé que le cannabis, c'est de la merde et que le cannabis, ça tue. C'est la mort. Et en fait, personne, ce qui est assez marrant, c'est que personne n'y croit. Tous les gens qui réagissent, personne n'y croit et personne ne peut aller dans son sens parce que c'est faux. Et en plus, qu'on vient de commencer une expérimentation du cannabis thérapeutique pour 3000 personnes en France, c'est vraiment ridicule, ces personnes. Mais bon, c'est déjà ça, c'est l'installation. Et on ne peut pas avoir quelque chose qui est la mort et en même temps qui soigne à côté. Donc en fait, tout cet argumentaire va être brisé et on va plus pouvoir l'utiliser comme ça. Et ça va normaliser un tout petit peu le produit. Mais on n'a même pas sur cette expérimentation, donc on importe de la weed canadienne majoritairement, un peu australienne aussi. On n'a pas pour l'instant de culture en France, c'est pas autorisé la culture de cannabis médical. On peut plus facilement faire de la psilocybine que du cannabis médical en France. Mais ça va venir, dans 2 ans, ce sera très probablement légalisé. Ce que les politiques essayent de faire, c'est d'installer justement cette culture avant que ce soit légalisé totalement pour qu'il y ait du cannabis français le jour où c'est vraiment le médical est déployé. Et à partir de là, on va avoir sans doute des sociétés étrangères qui vont venir s'installer, mais aussi des sociétés françaises, un peu d'argent derrière pour ouvrir sur du récréatif. Mais on est vraiment très en retard par rapport au Canada. Et sur la justice, de la même façon. Alors déjà, la particularité, c'est qu'on n'a pas ce système de provinces et de villes qui peuvent légiférer sur leur territoire. En France, un maire ne peut pas dire, moi, je dis à ma police de ne pas intervenir sur des clubs de patients qui se montraient. On n'a pas un département qui peut dire, chez moi, le médical est illégal et ailleurs, c'est pas vrai. Donc, on n'a pas comme la Colombie-Britannique, Vancouver, qui avait voilà, légalisé plus ou moins, ou en tout cas ouvert ces marchés. Nous, on ne peut pas le faire comme ça. Et la justice pour les patients est extrêmement lente. On le sait, au Canada, ça a pris des années pour que vraiment les cours autorisent l'usage médical et puis ouvrent au fur et à mesure les différentes barrières et l'accès au cannabis médical. Aujourd'hui, ce que fait la justice en France, c'est qu'elle condamne encore les patients, mais elle les condamne elle les juge coupables et elle les condamne sans peine. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont juste coupables d'usage médical, mais ils n'ont pas de prison, ils n'ont pas d'amende. Ils peuvent avoir un casier ou pas, souvent non. Ils sont jugés coupables, mais ils ne vont pas en prison. Donc, on est à ce stade-là et on n'a pas de jurisprudence complète sur un patient qui est arrivé au bout du bout des juridictions et qui aurait eu le droit, ou en tout cas la reconnaissance de son usage médical. Mais avec le déploiement du cannabis médical qui va se faire, je pense que les décisions en justice vont s'accélérer et que ça coïncidera plus ou moins avec l'ouverture du médical en France. Et ce jour-là, les usagers médicaux auront enfin la paix. Et pour l'instant, ils sont toujours poursuivis au même titre qu'un usager récréatif. Wow. Je voudrais dire juste, effectivement, Albert Einstein dans le chat Twitch, que la législation globale, puis aux États-Unis, ça va aider, je pense, en France aussi, à faire avancer les politiques énormément. Je pense que les États-Unis sont encore assez, disons, un moteur important. Oh, pendant qu'il y a mon chat qui donne un show en arrière, pardon. Mais effectivement, je voudrais remercier tous ceux qui sont sur Twitch pendant justement que je reprends le message d'Albert Einstein qui te disait également aussi un big up Aurélien pour tout ce que tu fais pour eux en France. Donc voilà, merci d'être là. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Twitch. J'aimerais soulever le fait aussi, tu parlais de l'expérimentation qui se fait sur 3000 patients qui, si je ne me trompe pas, c'est des gens avec une lourde pathologie. Là. Ils n'ont pas pris petit Joe qui a juste mal au pouce. Là. C'est vraiment des gros cas. C'est du weed canadien et israélien, si je ne me trompe pas, qui utilisent pour ça. Ouais, c'est ça. Il y a Tilray, Aurora, je crois, a eu un lot. Et après, c'est israélien et il y a de l'australien aussi. Ouais. OK. Est-ce que, là, je vais aussi t'inclure là-dedans la question, Maxime, qu'est-ce que ça veut dire pour vous un peu tout ce qui se passe dernièrement sur le marché? Je sais qu'Aurélien, c'est un petit peu plus loin de toi, mais que tu es très au courant quand même. Là. On est dans une saison qu'on appelle d'acquisition et de fusion, là, acquisition and merger en anglais. Là. Tilray, Afria, Canopy, Supreme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en France, toutes ces espèces de grosses compagnies-là qui se placent, disons, en tant que monstre mondial déjà d'avance? Puis pour toi, Maxime, qu'est-ce que ça veut dire peut-être aussi en tant que producteur? Je sais que tu es plus un micro-producteur avec Mendicana, puis peut-être aussi pour, disons, le Québec, là, en général, au niveau de la loi.
Laisse vous Ben, Alors, lancer. je tu sais, lance. hop, excuse-moi. Ben, en fait, tu sais, faut le voir c'est purement économique. Tu sais, c'est un marché où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui a été injecté dès le départ. Puis, tu sais, faut pas oublier une chose, puis cette chose-là a fait très mal à l'industrie. Il y a un rapport qui est sorti, c'est la firme Deloitte, pour ne pas la nommer, qui a fait un estimé sur ce serait quoi le marché canadien légal du cannabis. Puis ils ont mis les chiffres dans le piton. Puis les gens sont partis avec ça, les investisseurs sont partis avec ça, puis ils ont monté leur projet, ils ont fait des financements à coût de centaines de millions. On s'est ramassé avec des méga joueurs. Des méga, méga joueurs. Là. Canopy est le plus gros producteur de cannabis au monde, là, à moins que le statut ait changé récemment. Mais c'est un méga, méga joueur. C'est une multinationale maintenant. Puis, à tous les trimestres, finissent par sortir les chiffres de tous les producteurs de cannabis, puis des producteurs de cannabis qui sont rentables, qui dégagent des profits à proprement parler, là, que c'est pas juste on met ça sur papier, c'est ça se compte sur les doigts d'une main. Fait que, il y a un merger and acquisition dans le marché parce qu'il y a aussi des gens qui sont en train de faire faillite. Des joueurs qui se sont positionnés en disant ben, on va y aller avec des, des, des moyens plus limités, puis on va se frotter au gros, mais en investissant pas trop. Ben, à un moment donné, oups, le marché s'ajuste, puis les très gros joueurs, ben, la réalité, c'est qu'ils font beaucoup de mouvements sur papier. Les voûtes sont pleines de produits qui ne sont pas C'est ça que je vendables, voulais mais parler. ils ont des Il y inventaires. a cette espèce de truc-là que j'aimerais. Je reviens vers toi aussi, Aurélien, je m'excuse, là, mais c'est quoi le truc de voûte du gouvernement canadien qui établit qu'un gramme de pot vaut 10$? Fait que toi, tu peux en faire pousser puis jamais le vendre, juste le mettre dans une voûte, puis là, tu as 1 million de grammes, mais ta compagnie vaut 10 millions tout d'un coup. Sais-tu? Je comprends tout ça mal? Ben, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. OK. On peut penser que le gouvernement a eu une incidence là-dedans. En fait, l'incidence que le gouvernement a eue là-dedans, c'est la suivante, c'est que en mettant les règles qu'elle a mises pour permettre d'être un producteur autorisé initialement, ben, ça prenait des dizaines de millions de dollars pour pouvoir rentrer dans l'industrie. C'était extrêmement serré, c'était extrêmement compliqué. Fait qu'on levait du gros, gros, gros financement pour devenir un joueur dans l'industrie. Puis notre but, c'était de produire du cannabis pour le jour où la légalisation allait arriver. Puis là, je reviens au fameux rapport de Deloitte. Quand la légalisation est arrivée, les voûtes étaient pleines, puis les consommateurs étaient au rendez-vous, mais pas comme ça a été annoncé. Puis là, en plus, ben, mettant en dessous de ça tout le fait que, bon, au Québec, on n'a à peu près pas de succursales. Il y a d'autres provinces où est-ce que c'est le même principe, il n'y a pas beaucoup de succursales. Ben, ramasser tout ça ensemble, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des voûtes qui sont pleines de produits de qualité très, très médiocre. C'est bon sur papier pour les investisseurs parce que on est plein de cannabis, on a une valeur marchande, on est capable de me dire bon, ben, j'ai pour 10 millions de cannabis dans ma voûte, je vais le liquider. Mais la réalité, c'est que ce cannabis-là ne sera peut-être jamais liquidé. Il y a tout ça qui fait en sorte qu'on se retrouve avec le marché actuel Mhm. de merger and acquisition. Il y a du monde qui vont faire faillite, il y a du monde qui vont se faire racheter, il y a du monde qui vont fermer. Puis, tu sais, Canopy, Tilray, Afria, name it, sont tous en train de fermer des méga installations qui préfèrent garder l'immobilier, l'amortir, puis dire, ben, je ne l'opère pas, il ne me coûte rien, mais je l'ai, je le mets dans mes livres, puis comme ça, j'ai l'air d'une plus grosse compagnie. Puis la réalité, c'est parce que le marché est pas si jojo que ça. Puis, tu sais, si tu te permets de fermer 1 million de pieds carrés de serre, ben, c'est parce que fort probablement que la demande n'est pas là non plus. Fait que, tu sais, l'avenir est puis ça, c'est ce que je dis parce que, vous le savez, je suis aussi consultant, puis j'aide les gens à aller chercher leur licence. Moi, les gens qui m'arrivent avec des projets d'LP à 50 millions, je leur dis, vous avez passé à la vague solidement. L'avenir actuellement est aux petits joueurs. Ils vont faire de la qualité sur des superficies qui sont faciles à contrôler, puis surtout, on est capable d'avoir du produit de qualité en petite quantité qu'on sait qu'il va se vendre au bout de la course. Là. Fait que, il y a une ébullition dans le marché actuellement. Il y a des merger and acquisition. Je ne dis pas que tous les gros sont destinés à fermer parce qu'ils ne font pas du bon cannabis, mais sont destinés à se réorienter en fonction du Mhm. marché actuel. Fait que ça fait en sorte qu'on voit des choses vraiment comme incroyables par rapport à ce qu'on aurait pensé avant la légalisation. Le marché qu'on a estimé, ben, c'est vraiment pas le marché réel. Fait que ça donne ce que ça donne. Ça fait en sorte qu'on a devant nous un marché qui est en pleine ébullition, puis où est-ce que je pense que les petits joueurs, des petits joueurs, il y en a
pas encore beaucoup sur les tablettes, peu importe où est-ce qu'on se trouve au Canada, ben, je pense que l'avenir est dans leurs mains, puis dans nos mains, puis je m'inclus là-dedans. Fait que, tu sais, ça fait en sorte qu'on a un drôle de marché où est-ce que tu as des tout petits joueurs, des joueurs moyens vers tout petits, puis tu as des méga joueurs. Fait que ça explique qu'on a autant de transactions puis d'ébullition dans ce marché-là, particulièrement au Canada, en tout cas. Ouais. Puis t'as des petits joueurs québécois, là, j'en nommerai pas, mais qui se font justement englober dans des plus gros joueurs canadiens global, puis qu'après ça, leur produit, puis leur image en est un peu aussi déteint, des choses comme ça. C'est particulier. J'aimerais ça amener ça vers Aurélien, justement. Est-ce que ces espèces de gros joueurs-là font peur à la France? Est-ce qu'il y a des gens qui lèvent leur voix comme quoi, moi, je veux en produire du cannabis, je vais faire quoi quand je vais arriver dans le marché, puis que ça va être déjà occupé par des gros Américains, puis qui prennent toute la place? Alors, je pense que les gens en France ne se rendent pas du tout compte de ce qui existe au Canada. Et justement du poids et du danger, en vrai, que représentent ces sociétés pour une future légalisation en France. Il y a quand même des personnes qui se rendent compte, mais un politique, tu lui parles de canopy, même si ça intéresse ce sujet, il ne se rend pas du tout compte du poids qu'il peut avoir, de ses multiples implantations dans le monde entier. Il y a quand même une période où on voyait les envoyés, les ambassadeurs canadiens partout dans le monde, et puis on voyait les licences s'ouvrir au fur et à mesure dans les gouvernements, en Afrique notamment. Et ça, c'est une excellente stratégie business, mais c'est vrai que c'est un risque, c'est-à-dire que tu t'implantes partout dans le monde, et puis après, tu as un monopole en fait global et mondial. Il y a quelques voix qui s'élèvent en France sur ça, notamment un département qui est le département de la Creuse, qui depuis 2 ans réclame la légalisation de la production du cannabis thérapeutique. Et l'un des arguments, c'est notamment qu'en face, le jour où ce sera légalisé en France, il va y avoir des gens qui ne vont pas avoir de mal à mettre 20 millions, 30 millions, 50 millions sur la table pour faire une serre de 10 hectares ou de 20 hectares et pour cultiver du cannabis, alors que les Français vont avoir énormément de mal à lever cet argent et à rassembler les compétences. Donc, il y a quand même les gens qui s'intéressent au sujet qui ont ce danger en tête. Et globalement, en fait, les gens ne se rendent pas compte ni de la capitalisation, ni de l'intérêt que peuvent avoir ces entreprises, ni du danger que ça peut représenter pour une industrie française, voire européenne. Moi, je vois tellement, en fait, l'espèce de beauté, de paysage des vignes d'un côté, puis des champs de cannabis français avec Vous avez une expertise quand même de cultivateur, juste pour le raisin, qu'il y a des gens qui aimeraient probablement aussi appliquer ou, disons, dire on a un bon terroir, on pourrait faire des produits locaux, que ce soit intérieur, extérieur, ou quoi que ce soit. Je peux pas croire même pour le cannabis, on a des talents de cultivateurs. Ils estiment à 300 000 personnes, il y a 70 millions de personnes en France, ils estiment à 300 000 le nombre de cultivateurs, d'autocultivateurs de cannabis, donc pas les cultures industrielles, on va dire. Et puis on a des exemples à l'étranger de Français qui cultivent extrêmement bien, notamment en Californie. Et en fait, les gens qui savent cultiver en France, très souvent finissent à l'étranger. Alors en Europe, c'est en Espagne, aux Pays-Bas, ou sinon ils s'exilent au Canada ou aux États-Unis. Mais le jour où, on a déjà des compétences en interne, mais le jour où ça s'ouvre, en fait, toutes ces personnes, je suis à peu près sûr qu'elles auront à cœur de revenir en France et de mettre à profit leur expérience à l'étranger pour accélérer un petit peu et juste faire ce qu'elles savent faire, mais sur leur territoire, quoi. Je pense notamment à Frenchy Canoli, on en a parlé un tout petit peu, qui lui, il n'est pas cultivateur, il est surtout c'est un maître hachicien, il fait du hashish. Ouais. Il fait du hashish. Moi, j'ai suivi ses cours à Barcelone pour faire du hashish, par exemple. C'est incroyable, mais je sais que le jour où c'est légal en France, il aura extrêmement de plaisir à revenir faire du hashish en France, comme il en a fait quand il avait 16 ans et qu'il faisait ça pour le marché noir, où il a amélioré sa technique depuis, donc ses produits sont un peu meilleurs. Ouais. Mais il aimerait beaucoup. Pour l'instant, il ne peut pas le faire et il n'y a pas de hashish médical. C'est sûr. Tu as parlé d'autocueillette, puis j'aimerais ça peut-être justement tranquillement basculer vers le deuxième sujet qui intéresse plusieurs pousseurs au Québec. Mais j'aimerais avant que tu nous fasses une espèce de petit topo, simplement, là, je veux dire, tu peux t'étendre s'il y a des trucs intéressants aussi, il n'y a pas de souci, là, mais par rapport à la légalisation, oui, qu'est-ce que les consommateurs risquent dans la France et peut-être les pays aux alentours, mais qu'est-ce que les autocultivateurs aussi, c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup au Québec, j'ai l'impression, les growers, on utilise un anglicisme, c'est à chier, mais qu'est-ce que les gens qui font pousser risquent, qu'est-ce que les consommateurs risquent en France et les pays environnants? Si tu peux nous faire une espèce de portrait, parce que justement... Alors, en France, les cultivateurs, ils risquent encore énormément. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 7 500 000 euros d'amende et 20 ans de prison, je crois. Attends, y a-t-il une limite de plan ou tu as un plan de cannabis? Non. 7 millions d'amende? Wow. Ouais. Bon, après, c'est jamais appliqué. Mais la loi est encore ça n'a pas changé.
OK. Après, pour une culture personnelle, souvent ça va en justice, mais les gens vont pas en prison pour ça, ou alors quand c'est répété, ou alors quand il y a vraiment trop de plans. Mais en tout cas, c'est assez risqué. On a toujours septembre, c'est le début de la chasse aux cannabiculteurs. Et on commence à avoir énormément de publications sur les réseaux sociaux de la part de la gendarmerie, de la police sur on a trouvé 3 plans, on a trouvé 4 plans, on a trouvé 5 plans, belle affaire, voilà, des choses comme ça. Alors ils sont de plus en plus raillés sur les réseaux sociaux, ce qui me fait dire aussi que les gens osent un peu plus leur dire qu'ils font n'importe quoi, et en tout cas que ce qu'ils font ne sert à rien. C'est assez satisfaisant de voir ça sur les profils. Mais il y a encore ce risque. Après, si la personne est patient médical, ça peut être alléger un petit peu sa peine, des choses comme ça, mais qu'on soit patient ou consommateur récréatif, il n'y a pas de différence dans la loi. Après, au niveau de l'Europe, en fait, tous nos voisins européens ont permis un accès ou un autre au cannabis. Pas forcément dépénalisé dans les textes, mais la France est vraiment ultra isolée sur ce point. Si je fais le tour du nord au sud, mais bon, le Royaume-Uni qui est sorti de l'Europe, mais où c'est pas dépénalisé dans les textes, mais où les polices locales n'interviennent plus sur les consommateurs. On a des cannabis clubs avec des menus qui sont disponibles sur Instagram. Parfois avec les shérifs qui travaillent avec le cannabis club local pour permettre que tout se passe bien. Ils sont déjà un peu en avance sur ça. Pour les Pays-Bas, où c'est pas légal, mais il y a une tolérance à 5 grammes de la possession, donc dépénalisé à 5 grammes, avec les coffee shops qui ont l'autorisation de vendre en ayant 500 grammes maximum de cannabis sur le comptoir. Donc 500 grammes, ça fait 30 minutes sur un coffee shop, sur les belles journées. Donc en fait, il y a quelqu'un qui incessamment vient fournir le coffee shop, c'est ce qu'on appelle justement le backdoor system. Et c'est là le problème, si je ne me trompe pas, de se fournir est encore une espèce de zone grise qui sont en train de légiférer. La culture et se fournir est interdite pour un coffee shop. Donc un coffee shop qui vend du cannabis, ça tombe du ciel et ça vient sous le comptoir. Ça apparaît. Et en réalité, ils ont toujours un peu plus, ils ont des portes de derrière qui sont cachées et des personnes qui font des allers-retours pour fournir le coffee shop au fur et à mesure. Et c'est le marché noir qui fournit la totalité. Ils ont tiré au sort 10 licences, 10 entreprises pour cultiver du cannabis pour fournir des coffee shops dans une dizaine de villes. C'est vraiment une expérience, c'est le début. Mais ça ne va pas légaliser pour autant. Mais c'est le seul pays où il y a une vraie tolérance cannabique en Europe. L'Allemagne, alors c'est dépénalisé plus ou moins en fonction des lenders, en fonction des provinces. Moi, j'ai habité là-bas 6 mois dans une province qui était très près des Pays-Bas. En fait, on n'avait aucun mal à fumer près des policiers. Voilà, c'était ultra dépénalisé et les gens s'en foutaient. Dans le sud, vers la Bavière, c'est un petit peu encore assez restreint dans les esprits. Ils sont en train d'amener le récréatif en Allemagne, si je ne me trompe pas. Il y a une espèce de projet pour 2 ans. Okay. Plus ou moins. C'est, en tout cas, les partis réfléchissent et vu que le médical est installé, ça devrait suivre quand même assez rapidement. La Belgique, c'est 5 grammes ou 3 grammes, je crois, et on a le droit de pousser un plant. En tout cas, c'est pas pénalisé de faire pousser une plante. Okay. Le Luxembourg, ils ont proposé la légalisation. La Suisse, c'est dépénalisé à 10 grammes. Question d'après, l'Italie, c'est dépénalisé plus pour les patients, ils ont le droit de faire pousser. L'Espagne, on a les cannabis clubs. Qui sont compagnons sur rue, notamment à Barcelone, aux alentours, mais dans toute l'Espagne, il y en a. Donc en fait, la France, elle est vraiment entourée de pays qui ont changé leur législation et qui n'ont pas forcément dépénalisé, mais au moins pris conscience qu'il fallait avoir un accès plus ou moins facilité au cannabis et que ça ne générait pas d'interaction négative. C'est fou pour les Québécois, peut-être les Canadiens qui ne le réalisent pas ou qui n'en sont pas conscients, mais en Europe, en France, tu peux te promener d'un pays à l'autre. En une journée, tu peux visiter quelques pays quand même assez facilement, sans frontières vraiment. Donc le tourisme et les activités reliées au cannabis, si t'es français, tu fous le camp puis tu vas profiter ailleurs, je suppose. OK. Bien sûr, c'est ça. Les gens vont en Espagne. Beaucoup de personnes que je connais qui faisaient des choses en France, en fait, sont attirées en Espagne. Parce que là-bas, sur son domicile, on a le droit de faire pousser, normalement pas en quantité industrielle. En tout cas, on risque rien si on fait pousser de la taille personnelle. On risque rien si on consomme. On a le droit de consommer sur le lieu privé. Et en fait, ça permet des activités de breeding, les activités de graines et puis les cannabis clubs, donc la culture et puis le partage de la récolte dans les membres du club. OK. Très intéressant, man. Merci beaucoup pour le partage puis l'espèce de petit portrait global. Honnêtement, j'avais des trucs que j'avais pas réalisés encore. C'était
si différent de pays en pays, puis c'est une espèce de casse-tête, man. Tu dois avoir une espèce de bordel total pour te rappeler de tout ça, puis qu'est-ce qui se passe tout de ton côté, mais bon. Merci infiniment aussi pour le travail que tu fais sur Newsweek, comme mentionné par un des viewers sur Twitch. Si vous connaissez pas le site, je vous invite fortement à aller le voir. On le garde quand même avec nous, j'ai l'impression que je suis en train de te closer comme si tu t'en allais. Si jamais tu as à partir aussi, je sais qu'il est plus tard de ton côté, sens-toi bien à l'aise. Mais j'aimerais amener la conversation maintenant vers le dossier des 4 plans récréatifs au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas le droit, contrairement dans d'autres provinces, Maxime? Puis qu'est-ce qui s'en vient le 27 avril en cours? Yes, ben dans le fond, écoute, c'est relativement simple. Tu sais, je l'ai dit, je vais leur dire, on est l'enfant pauvre du cannabis au Canada, là, tant qu'à moi. Tu sais, on a une industrie qui a plein de potentiel, puis on la laisse un peu de côté. On essaie de toujours l'enfermer dans une boîte, puis de dire, wow, c'est une industrie parmi tant d'autres, puis dans le fond, c'est pas une industrie qui nous intéresse. Puis c'est un peu dans ce cadre-là que, comme je le disais tantôt, ben, que le fait qu'on s'est fait déléguer en tant que province le droit et le pouvoir de distribuer le cannabis sur le territoire, ben, c'est dans cette optique-là que ça a été fait aussi. C'était le Parti libéral du Québec qui était au pouvoir à l'époque. La ministre Charlebois, si je me souviens, oui, Lucie Charlebois à l'époque, on se souviendra tous que quand elle est passée à Tout le monde en parle un dimanche, on l'a questionnée sur ça, puis elle nous disait à la question pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pousser du cannabis à domicile, elle disait ben, imaginez-vous ça là, quand je vais aller chez mes enfants puis que les petits-enfants vont courir dans le jardin puis qu'ils vont ramasser des cocottes. Puis là, ben, il y a eu un très bon silence. Tout le monde s'est regardé, puis on est passé à d'autres choses. Il n'y a personne qui s'est posé la question, ben oui, mais c'est des cocottes fraîches, épaisses. Puis les enfants ne mangeront pas ça, grosse tarte. Mais bon, c'est comme ça. Ça met le ton sur ce qui s'est passé, puis je ne mange pas mes mots parce que c'est carrément ridicule ce qui s'est passé sur ce dossier-là. En Colombie-Britannique, on a eu un peu la même approche. On est très libéral vis-à-vis du cannabis, mais là-bas, on s'est dit, ben, on ne veut pas que ça soit ultra public, puis que tout le monde puisse aller dans le jardin des gens puis ramasser des cocottes au passage. Tu sais, je peux comprendre cette perception-là, puis on s'est dit, ben, on va légiférer, on va l'encadrer. Ben, au Québec, on s'est dit, on n'en veut pas, puis on n'en veut tellement pas qu'on s'est obstiné jusqu'à la fin, parce qu'il faut savoir que quand le fédéral a adopté sa loi, ben, le Sénat a fait ses consultations, parce que c'était quand même... c'est un peu particulier qu'il y ait autant de consultations sur un projet de loi comme ça. Puis le Sénat a fait ses propres consultations. Ils ont fait le tour du Canada. Puis ils sont venus au Québec. Puis tu sais, je fais un petit aparté là-dessus. Là, puis tu m'arrêteras si je pars trop longtemps. Mais tu sais, quand le Sénat est venu au Québec, c'était Horacio Arruda à l'époque, qui n'était pas connu, là, mais c'est lui qui représentait les intérêts du Québec vis-à-vis les gens du Sénat qui étaient là, puis qui agissaient un peu comme animateur puis modérateur. Puis tu sais, on a rapidement, moi j'y ai assisté, c'était à l'Université Laval, ici à Québec, puis j'ai rapidement compris qu'il y avait une cassette qui lui avait été donnée, puis qui avait été rentrée, puis qu'on disait, ben voici ce qu'il faut que le gouvernement fasse au Québec. Clairement, on n'en voulait pas des 4 plans, puis clairement, puis ça a été dit en commission parlementaire par les députés du Parti libéral au gouvernement à ce moment-là. On aurait pu se passer de légaliser le cannabis au Québec. On a carrément dit ça. Fait que ça en dit extrêmement long sur le reste. Puis, le ministre de la Sécurité publique à l'époque, ou le ministre de la Justice, en tout cas, je m'en souviens plus, à l'époque, avait été questionné par le Sénat à dire, ben, en fait, pas par le Sénat, par le comité de la Chambre des communes, de dire, ben, le Québec, vous en voulez pas des 4 plans, mais pourquoi? Puis, tu sais, sa réponse, elle n'avait aucune logique, c'était on n'en veut pas. Tu sais, ça arrêtait là, c'était clair, net et arrêté. Bref, il n'y a pas gros d'argumentaire en arrière Il n'y de a ça. pas un argument du genre on veut vraiment que tout l'argent est à la SQDC. Si les gens font pousser leur propre cannabis, on va perdre des profits. Il y en a qui avancent ça des fois. Ouais, je pense pas. On l'a jamais entendu clairement, en tout cas. Puis, tu sais, je veux dire, ben, tu sais, t'en fais pousser, je vois tes vidéos, tu sais, moi, j'ai souvent 4 plans en permanence dans un endroit loqué chez nous, dédié à ça. Puis, tu sais, avec 4 plans, tu n'as pas ta consommation annuelle avec ça. Fait que, tu sais, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu iras plus à la SQDC. En tout cas, Ben, je serais peut-être pas d'accord. Quelqu'un qui se débrouille bien avec 4 plants puis qui optimise sa récolte pourrait avoir une bonne réserve puis une bonne comment dire, rotation. Mais clairement, j'achète encore des produits, moi, pour faire des reviews, mais aussi parce que je vais m'encourager le marché.
En tout cas, Ben, c'est je ça. pense pas qu'il y a tant d'argent perdu, dans le fond, à cause C'est des ça. gens qui Mais font tout ça à la maison. Là. Mais je pense pas que ce soit un argument. Puis, tu sais, moi, en tant que producteur, je pourrais dire, hey, je veux rien savoir de ça, je perds des parts de marché. Non, au contraire, tu sais, c'est une plante, ça a des vertus autant Mhm. thérapeutiques que récréatives. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on empêcherait les gens d'y avoir accès alors que, tu sais, on s'entend, là, puis ça, je pense que c'est l'argument numéro un. Quand même que tu fumerais 15 livres de pot à l'intérieur d'une heure, ce qui est physiquement impossible, tu peux pas en décéder, tu sais, Ouais. fait que, tu sais, l'argument économique, je pense qu'il est pas vraiment là. Il n'a jamais été, à tout le moins, sérieux. Puis, tu sais, pour revenir à l'histoire de la Chambre des communes, ben, tu sais, finalement, le gouvernement a dit, ben, votre argument, on le tient, parce que le gouvernement provincial était venu militer devant le gouvernement fédéral à l'effet que, ben là, permettez aux provinces de l'interdire, on veut l'interdire, tu sais, on n'en veut pas. Puis ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement fédéral est venu dire, ben votre argument, c'est de la boîte, on ne le prend pas en considération, puis on veut que tous les Canadiens puis toutes les Canadiennes aient accès à faire pousser leur propre cannabis. Puis, tu sais, c'est une grosse partie de l'argumentaire qui a été utilisé dans la première instance en Cour supérieure dans le dossier des 4 plans. Puis ça a été retenu par la Cour aussi de dire, ben écoutez, si le fédéral avait ouvert ça, ben on ne dit pas, mais le fédéral l'a carrément rejeté du revers de la main en disant, ben non, on veut le permettre à tous les Canadiens, toutes les Canadiennes. Fait que, tu sais, les arguments logiques, il n'en reste plus beaucoup au provincial dans cette question-là. Puis ça fait en sorte qu'on se retrouve dans la situation où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce que c'est totalement ridicule. Là. Je veux dire, je franchis la frontière, je vais en Ontario, je peux faire pousser 4 plans, puis ici au Québec, je peux pas. Pourquoi? Parce que ici, on a les mœurs meilleures qu'ailleurs au Canada. Il n'y a rien qui le justifie. On aurait pu permettre, puis c'est ce que en fait, on aurait pu, comme en Colombie-Britannique, insister sur le fait que, OK, parfait, fais pousser tes 4 plans à domicile, mais je ne veux pas les voir de la rue, je veux que tu fasses ça dans un endroit qui est sécuritaire, pas accessible à n'importe qui, blablabla. Tu sais, quelque chose de Il raisonnable, aurait pu c'est ce qui est légiférer, repris. justement. Ouais. C'est ce qui est repris de long en large par la juge Manon Lavoie dans le dossier de première instance. Fait que, tu sais, on s'en va en cours d'appel le 27 avril Avant, prochain. si tu Puis, permets, ouais, avant qu'on avance trop vite dans le temps, parce qu'il y a quelque chose qui, a été, qui m'a été amené à ma connaissance, puis là, le nom m'échappe, mais si je me trompe pas, la personne qui amène ce dossier-là versus le gouvernement, son nom m'échappe, tu nous le diras, mais c'est le même qui avait le Journal de Montréal. ouais. Puis Jannick c'était, Montréal, très précisément. voilà, pour Aurélien qui ne le connaît peut-être pas, le Journal de Montréal, c'était un journal parodique, dans le fond, qui reprenait un peu les mêmes façon de faire que le journal de Montréal, mais c'était Montréal comme mourir, ou en tout cas, bref. C'était une espèce de... Il s'est ramassé en cours pour plagiat, mais il a défendu, dans le fond, le droit à la parodie. Mais pourquoi c'est lui qui se retrouve à défendre le droit de 4 plans? C'est quoi le lien? Ben, tu sais, il y a des gens dans la vie qui sont militants, ben, c'est une forme de militantisme. Il a Tu sais, si on veut, goûté... c'est Il a goûté au plaisir des poursuites contre le gouvernement, puis il en veut tout peut-être. le temps plus, c'est ça, non? Ok. Peut-être, écoute, je peux pas Tu peux vraiment pas parler de répondre pour lui, ses ouais. motifs personnels en arrière, c'est ça, je peux pas vraiment répondre pour lui, mais tu sais, il y a des gens qui ont des causes à cœur, puis clairement, mais il y avait cette cause-là, puis la cause de la liberté d'expression à cœur. Tu Parfait. sais, c'est un charmant type, pour vrai, là, il est super sympathique, mais c'est ça, tu sais, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être n'importe qui, mais il a fallu que ça tombe sur lui, puis c'est Excellent. juste cocasse, parce que, tu C'est sais, drôle, ouais. tout le monde l'a vu passer, puis tu sais, tout le monde est un peu en arrière de lui, tu sais, malgré ce que les Mhm. cours ont décidé, ben, tu sais, tout le monde l'encourageait. Puis c'est un peu la même affaire d'un 4 plans, tu sais. Pourquoi qu'on interdirait ça? Tu sais, je veux dire, il y a quelle logique en arrière de ça? Je la comprends toujours pas. Puis l'argument du procureur général du Québec, c'est toujours le même, c'est la santé publique puis la morale. Même s'ils le disent pas clairement de même, c'est Mhm. la santé publique. Puis tu sais, c'est déguisé en arrière une histoire de morale. Fait que, à un moment donné, c'est défendre l'indéfendable, tu sais, clairement, puis là, je ne vais pas embarquer dans quoi que ce soit de complotiste, de COVID-19, quoi que ce soit, mais tu sais, toute puis on le sent surtout dans les dernières semaines, tout l'aspect paternaliste du gouvernement provincial, de la CAQ, ben, c'en est plein de beaux exemples. Mhm. Ça, la gestion du COVID, surtout actuellement, mais remontons dans le temps, puis de resserrer la règle à 21 ans, de décider d'aller en appel aussi sur la décision de première instance, mais tout ça, Ouais. ça s'inscrit dans une espèce de... Moi, j'appelle la CAQ le nouveau Parti conservateur du Ben, c'est Québec. très conservateur. C'est très, Tu sais, très, très conservateur comme politique, je pense. Ce qui nous amène aussi, là, on avance vers là, mais au 27 avril, où vous ouais, travaillez justement pro bono, si je ne me trompe pas, les avocats sur ouais. le dossier. Qu'est-ce qui se passe le 27 avril?
27 avril, on passe devant la cour d'appel, devant un banc de la cour d'appel, parce que le jugement de première instance a été appelé. On a gagné en première instance, mais le gouvernement, dans les 30 jours, avait le droit de faire appel et a décidé de faire appel. Donc, le 27 avril, on se retrouve devant la cour d'appel. Tu sais, c'est un show pour le gouvernement, je crois. C'est vraiment une question de on maintient la ligne, puis on n'est pas ouvert, on ne veut pas en parler, on n'en veut pas, puis on va se battre jusqu'à la fin. Je me pose la question si ça avait été un gouvernement libéral, les libéraux, c'est des gens, il y a beaucoup d'avocats dans cette formation-là. C'est des gens un peu plus proches de l'état de droit, là, une philosophie très différente, mettons ça comme ça. Moi, j'ai l'impression que s'il avait perdu en première instance, un gouvernement libéral n'aurait pas appelé de la décision, s'en serait remis à la décision de première instance, parce que la décision de première instance, elle est extrêmement bien motivée, elle est très étayée, elle couvre de long en large chacun des arguments d'une part comme de l'autre. Rendu dans la cour d'appel, on ne sait jamais, là, je ne veux pas dire que c'est gagné d'avance, loin de là. Les tribunaux étant ce que c'est, ils peuvent toujours se ranger derrière un argument comme l'autre, mais moi, je suis confiant que si on va en Cour suprême sur une question d'intérêt national qui vient du Parlement fédéral, sur une question purement canadienne, on s'entend, je ne vois pas comment que l'argumentaire du gouvernement provincial va tenir la route très, très longtemps. Ceci étant, je m'attends à toutes les surprises. C'est un coup, ça demeure du droit, mais ça demeure quand même que c'est un risque. Est-ce qu'on va le perdre devant la cour d'appel? Peut-être, il n'y a rien de cané, mais c'est ça. C'est un show. Je trouve ça extrêmement malheureux parce que c'est banal, là, faire pousser 4 plants à domicile. Christy, tu as le droit de mélanger ta bière, ton vin. Si tes enfants tombent là-dessus, en bois trop, ils vont tomber aveugles. Mais hey, les 4 plants de cannabis qui sont même pas séchés, tes enfants, s'ils mangent le cannabis wet, il n'y a aucune logique. J'aime trop l'idée de tantôt de des enfants qui courent à travers des plats et qui en cueillent comme si ça deviendrait une Elle a espèce carrément dit d'activité. ça. On va aller aux pommes, on va aller aux cocottes, avec la famille, on va aller récolter du cannabis. Auto-cueillette comme les fraises. Là. Non, mais. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est d'un ridicule. Là. Donc, c'est ça. Si je t'écoute puis j'entends bien le vibe, présentement, la balance semble pousser plus vers le fait que j'aimerais ça m'inclure et dire on gagnerait, on pourrait faire pousser 4 plans récréationnels bientôt et c'est le gouvernement qui doit prouver quelque chose le 27 ou qui doit amener des argumentaires qui vont faire, comment dire, changer la décision de la première instance en appel, c'est ça? C'est leur appel, c'est eux qui le demandent, donc c'est eux autres qui passent en premier, c'est eux autres qui sont demandeurs, sont appelants dans le fond. Là. Donc c'est eux qui doivent convaincre la Cour d'appel qu'il y a un motif de renverser la décision de première instance. Moi, je sais très bien où est-ce qu'ils s'en vont parce qu'ils sont allés en première instance, ils s'en vont vraiment sur une question de santé publique, puis le droit provincial de légiférer en matière de santé publique. Mais tu sais, l'expérience, plus le temps passe, plus l'argument de santé publique, quand on regarde ce qui se passe dans les autres provinces, tient pas la route. Il tenait déjà pas la route initialement. Ben, tu sais, plus le temps passe, moins on voit dans les médias. Oh non, les 4 plans en Ontario ont fait en sorte qu'un tel est décédé. Tu sais, jamais on va voir ça. Fait que je pense que l'argument de santé publique ne tient pas la route. Si on embarque dans un argument moral, ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, parce que s'il embarque dans la morale, ben, clairement, il s'écarte du droit chemin, puis en droit, ça ne tiendra pas. Mais ils le font quand même par la bande, puis on sait qu'il y a une espèce de. Ils tricotent pour que ça finisse par passer par de la santé publique, mais sous un argument de morale, ben, ça passera pas. Fait on se retrouve devant une espèce de show de boucan, encore une fois, pour dire que le gouvernement, ben, il a une idée en tête puis il va la maintenir jusqu'au bout. Moi, je suis très, très confiant qu'au final, si on passe devant la Cour suprême, mettons, ben, que la Cour suprême va reconnaître parce que, si le Parlement fédéral était venu reconnaître quand le Québec lui a demandé de permettre d'interdire dans certaines provinces, il avait dit oui, on va vous laisser cette marge-là, mais là, on n'aurait même pas ce débat-là. On dirait, ben écoute, le Québec est dans ses droits, le fédéral l'a permis. Mais là, c'est pas ça. Au contraire, ils ont rejeté l'argument et ils ont dit non, on veut que tous les Canadiens et les Canadiennes puissent le faire. De là, je vois pas comment contrer ça. Là. De là, l'argument où, je l'ai déjà dit puis j'ai déjà entendu dire, là, comme quoi le gouvernement canadien a statué que la loi québécoise était anticonstitutionnelle, quelque chose comme ça. C'est peut-être pas le bon mot légal, là, je veux pas non plus parler à travers mon chapeau. Ils l'ont vu venir, ils n'ont pas statué parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là de le déclarer automatiquement, mais tu sais, c'est un peu, quand tu lis au travers des branches, c'est un peu le constat qu'eux autres font, c'est de dire, bon, ben OK,
cet argument-là est Va à pas l'encontre. excellent, puis on veut pas l'appuyer. C'est un Ouais. peu ça. J'ai une question dans le chat qui m'amenait vers où je m'en allais aussi. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce que le 27, ça se termine au soir? Est-ce qu'il va y avoir un long débat là-dessus? Combien de Oh, temps avant que la Cour prenne une décision? Puis, sous question, est-ce que justement le gouvernement va pas essayer de faire tout en son pouvoir pour retarder ça, puis étirer la sauce, puis retarder le processus? ben, la bonne nouvelle, c'est qu'en cour d'appel, ça dure jamais plus qu'une journée habituellement, là, à moins d'avoir un dossier à tout casser. Mais tu sais, la cour d'appel, c'est fait pour entendre des arguments de droit. Raison de plus, je vais vous dire que les chances sont pas trop de leur bord, mais en tout cas, c'est un coup de dé. Euh, mais tu sais, ils entendent que des arguments de droit. Fait que quand tu as des arguments de droit pendant 2 jours, c'est parce que tu as un méchant dossier. Tu sais, dans notre cas, je pense qu'à notre part et d'autres, de notre côté, on a 1 heure de plaidoirie, de l'autre côté, on en a pour 2 heures. Tu sais, à l'intérieur de 3 heures, c'est réglé. La cour étant la cour, tu sais, on arrive le matin. Là, c'est à distance en plus. Là, c'est toujours un peu impressionnant. D'habitude, on est habitué d'aller là sur place, puis là, ça se fait à distance. Bon, c'est tel que tel. Mais c'est ça, on arrive là, la cour siège, la pression va être sur le procureur général parce qu'il passe en premier, il va avoir des mises en contexte, ces choses-là. Fait que, à la fin de la journée, on va avoir terminé. Ça ne veut pas dire que la Cour d'appel rend sa décision sur le banc. C'est même extrêmement rare qu'il rende des décisions. Ben, extrêmement. C'est rare qu'il rende des décisions sur le banc. Tout se peut. Si le banc devant lequel on est décide que c'est flagrant, qu'il n'y a aucune chance de succès dans les arguments du procureur général, mais il pourrait décider de rendre une décision sur le banc. Je dis ça, puis je suis pas le pro de la procédure, mais à ma connaissance, ils peuvent toujours le faire. Je serais très surpris, honnêtement. On peut s'attendre à un jugement dans les 6 mois après le 27 avril. Ce serait la moyenne. On est dans une question constitutionnelle quand même, parce qu'il y a un certain aspect d'urgence. OK. Fait que, ça peut être mois. en bas de 6 mois. Mais moi, je m'attends à rien en bas de 6 mois. Je me fais pas d'accroire avec ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais on va peut-être avoir un jugement sur le banc, ce qui serait extrêmement surprenant, mais j'ai la forte impression qu'on va avoir un jugement par écrit qui va sortir plus tard. Je bascule, je vais faire un petit peu de coq à l'âne sur des questions à droite à gauche qui me popent en tête. Si t'en as aussi, Aurélien, t'hésites pas de ton côté. Ou si tu veux intervenir sans avoir une question. Est-ce que si ça passe, on peut s'attendre à dans 1 an, ou peut-être plus ou moins, whatever, voir des graines ou peut-être même des clones en vente à la SQDC? Ben, peut-être que oui, mais là, c'est ça qui va être un peu spécial, c'est que la distribution et la vente appartient à la province. Fait que si la province décide de maintenir sa loi en vigueur, parce que c'est deux choses séparées. Dans la loi, il y a un règlement qui a été adopté disant, ou même, je pense que c'est un décret, mais en tout cas, il faudrait que je fouille, là, mais qui dit on ne vendra pas de cannabis au-dessus de 30 on ne vendra pas de graines, etc., etc. Puis de l'autre côté, on a la loi qui interdit 4 plants. Mais ça ne veut pas dire que si on permet 4 plants, qu'automatiquement, on va vendre des graines à la SQDC. Là. C'est 2 affaires séparées. Fait que, ça se peut qu'ils laissent ça dans le vide. Puis moi, rendu là, il n'y a rien qui me surprendrait. Là. Fait que faut pas s'attendre à avoir nécessairement des graines à la SQDC, même si on gagne en cours d'appel. Question de OG Raymond, c'est quand même intéressant. Est-ce que quelqu'un qui, disons, en attendant le jugement, pourrait se faire pousser sans risquer grand-chose? Est-ce qu'il peut pousser en attendant le jugement en disant, bon, c'est une zone grise, ils peuvent pas légiférer? Ou... En fait, présentement, là, je sais qu'il y en a qui font pousser dans leur garde-robe, puis tout, puis l'argument qu'ils me disent, ben écoute, moi, je suis au Canada, j'ai le droit de faire pousser 4 plants, puis ils se sentent quand même relativement sécuritaires. Qu'est-ce qui pourrait leur arriver présentement? Ben, écoute, drôle d'adon, là, 1 heure avant avant ça, là, vers 2 heures cet après-midi, j'ai reçu un courriel d'un avocat dans la province qui me posait la question. Hey, j'ai un client qui a reçu un ticket d'infraction parce qu'il faisait pousser deux plants chez eux. Okay. Puis fait que, il y en a encore. Puis au contraire, j'ai beaucoup de gens qui disent moi, la police, c'est pas. J'ai demandé à la police, puis moi, dans mon bout, ils enforcent pas ça. 4 plants, ils s'en foutent. Il faut savoir que 4 plants et moins, c'est pénal seulement. Quand on dit pénal, c'est des tickets, là, le fameux 750 $. Si tu as 5 plants et plus, là, on tombe vraiment dans un autre registre. Là, on tombe dans le registre fédéral criminel. Là, c'est les accusations, c'est le dossier criminel, tout le kit. On est dans un autre registre. Mais 4 plants et moins, en tant que juriste, je ne peux pas vous conseiller de franchir la loi. Là. La loi est encore là. Le jugement de première instance, vu qu'il est appelé, la loi est encore en vigueur, malheureusement. Donc, si vous vous faites prendre, en théorie, vous avez un ticket. Ceci étant, si tu as un ticket,
ben, tu invoques la litispendance. Là. La litispendance, c'est de dire, ben, écoute, il y a une question de fait exactement qui va venir trancher cette question-là. Donc, moi, je te dis, suspends mon dossier le temps que la Cour vienne trancher la même question. Fait que, en attendant, c'est un risque à 2000 de calculer, QI. mais ça demeure interdit. OK. Merci. Est-ce qu'ils peuvent saisir le matériel, les plantes, si t'as juste 4 plants ou c'est juste un ticket? Ils vont saisir les plantes, ils vont couper les plantes, mais le matériel, non, là, c'est deux Je veux affaires, dire, parce que tu peux ouais. utiliser ton matériel pour Tu peux te faire jardiner des puis faire pousser tomates, des ouais. légumes, aucun problème. C'est D'accord, ça, tu sais, cette question-là, c'est tranché, d'ailleurs, petit aparté, là, ça peut être intéressant. Tu sais, cette question-là, c'est tranché quand même relativement récemment concernant le matériel de culture. Il y a un gars dont je vais taire le nom, mais qu'on est capable de trouver sur les interwebs, qui fournissait du stock, du matériel de pousse à beaucoup de gens qui faisaient ça dans le marché illégal. Puis la police est débarquée, ils ont saisi sa shop au complet, tout le matériel qu'il vendait. Ils ont dit tu fais partie du complot. Ben, le gars s'est battu en cours pendant des années. Puis finalement, ils ont dit ben écoute, le stock qu'il vendait, c'était pas tout pour le cannabis. Là. Il y a du monde qui pouvait faire pousser des tomates, des fruits, des légumes avec ça. Puis le gars, il a été dédommagé pas loin d'une couple de millions pour tout son stock puis le préjudice subi. Fait que le matériel aujourd'hui, c'est relativement plus clair que fut une certaine époque. Les shops d'hydroponique peuvent bien dormir la nuit maintenant. Ouais, j'avoue. J'avais des gens qui posaient des questions de loi sur d'autres sujets que juste la pousse aussi que je voulais aborder. La fameuse conduite et le cannabis. On sait que le THC, je crois qu'il commence à y avoir des machines pour tester ça. Le CBD, par contre, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un consomme du CBD ou même du THC, si tu veux t'exprimer là-dessus, après 3 jours puis qu'on en trouve encore dans son sang? Qu'est-ce que la police peut faire? Qu'est-ce qui arrive là-dessus? Premier disclaimer, je suis pas un avocat en droit criminel, fait que c'est pas ma tasse de thé, je gère pas ça à la semaine longue. Par contre, en ayant ma pratique civile 100% dédiée dans le cannabis, bien entendu, j'ai pris connaissance de tout ça. Le code criminel prévoit des concentrations maximales de THC dans le sang lors de la conduite automobile. Ça, c'est très théorique. Okay? On parle en termes de nanogrammes. Si je me souviens bien, c'est 3 ou 5 nanogrammes, ou même c'est 3 et 5. Ça va avec des infractions communes. En fait, des infractions distinctes. C'est-à-dire que si tu as 3 nanogrammes, ben, c'est un peu l'équivalent de si tu as entre 0,08 et 160 mg d'alcool. Puis si tu as 5 nanogrammes et plus, ben, c'est comme si tu pétais le double de la balloune en termes d'alcool. À mon souvenir et à ma compréhension, là, je me mets sous toute réserve là-dessus parce que je ne suis pas à 100% sûr. Ceci étant, c'est qu'en théorie, si tu te fais arrêter, puis là, je tombe dans le niveau pratique, c'est si tu te fais arrêter, il faut quand même que le policier ait un doute, un signe avant-coureur que tes facultés sont affaiblies. Fait que, c'est pas parce que tu te fais arrêter pour un ticket de vitesse que nécessairement le policier va arriver avec la machine à souffler pour l'alcool ou la machine à salive pour le cannabis. Fait que faut qu'il y ait soit une odeur de cannabis, les yeux rouges, une bouche sèche, des mouvements bizarres, même si on s'entend que, en tout cas, bref. Fait que, ça prend un signe avant-coureur pour que le policier puisse intervenir. Puis là, la réalité aujourd'hui, c'est que à la minute que le policier franchit cette première étape-là, dans son carnet, il coche, bon, parfait, j'ai un signe avant-coureur. Là, il y a des options qui s'offrent à lui. Il y a une option théoriquement qu'il peut appliquer, c'est d'utiliser les fameuses machines pour vérifier les concentrations de THC. Par contre, il y a tellement d'articles de journaux et d'articles scientifiques qui sont sortis pour venir dire que ces machines-là, ça ne valait pas de la scrap, que, à ma connaissance personnelle, j'ai jamais vu de cas de faculté affaiblie concernant le cannabis où est-ce que cette machine-là a été utilisée pour le déterminer. Ce que les policiers vont utiliser, c'est le test de coordination, puis c'est valable pour l'alcool aussi. Hein. C'est ça. Toucher le nez, te promener sa ligne, ces choses-là. Puis là, à partir de là, ils vont t'inculper pour faculté affaiblie si tu échoues à ce test-là. Puis là, s'ils t'amènent au poste, en fait, s'ils t'amènent au poste et essaient de t'accuser strictement pour le cannabis, bien, fort probablement qu'ils vont utiliser juste le test de coordination, le fait que tu as une odeur, les yeux rouges, puis fort probablement aussi que dans ton char, ils vont avoir trouvé un botch, puis qu'il y a peut-être du cannabis dans ton char. C'est tout ce paquet de choses-là qui font en sorte. Y a-t-il une prise de sang possible rendue au poste ou des choses comme ça? Ou? Oui, il y a des prises de sang possibles. Si tu refuses, ben, c'est une entrave, c'est un refus de collaborer dans les infractions pour faculté affaiblie. Fait que oui, mais l'autre réalité aussi, puis les procureurs de la Couronne, puis le gouvernement fédéral en est bien conscient aussi, c'est que si tu prends un échantillon de sang de quelqu'un qui fume, puis qui vient mettre en preuve lors de son procès qu'il fume à tous les jours,
Ben là, il y a des Ta traces de preuve est THC plus. pour Ah, je vois. au moins les 30 jours précédents, tu sais. Je Fait que vois. là, la preuve est contaminée. Tu n'es pas capable de dire, ben oui, au moment où ce qui a conduit, il avait Tu peux pas fumé un joint. prouver. Là. Fait que, tu sais, c'est toute cette difficulté-là qui est en cause. Puis, tu sais, la réalité, c'est que, Les policiers c'est doivent ça. pas avoir envie, pas en tout, à la limite, genre d'embarquer dans une espèce de truc compliqué comme ça. Tu sais, si c'est pas clairement quelqu'un qui est en train de mettre sa vie en danger, en tout cas. C'est ça. Mais tu sais, Avez- les facteurs d'influence, c'est vraiment l'odeur. Tu sais, si tu sens, t'es au volant, tu sens le weed, tu te fais arrêter, tu fais le test de coordination, ben 1 plus 1 font 2. Tu sais, à un moment donné, les cours, tu sais, ta présomption d'innocence n'est pas si étanche que ça. Il y a une présomption de fait qui peuvent se faire. Fait que, tu sais, ça devient. Il y a toujours un risque, puis tu sais, c'est pas pour rien que c'est criminellement interdit de le faire, c'est parce que, à quelque part, ben, un procureur de la couronne est capable de t'accuser puis est capable de finir par te reconnaître coupable. Mais il y a des affaires bien serrées là-dessus. Tu sais. Fait que ne pas demander de chip à un policier qui vous arrête si vous êtes bien stone, ça risque d'être un signe qui va savoir que vous êtes sur le trip de bouffe. Avez-vous des tests comme ça pour le CBD qui est légal maintenant en France, Aurélien? Y a-tu des cas? Ben, Alors en France, non, on n'a pas de test, mais en France, c'est beaucoup plus facile. En fait, on n'a pas besoin de présomption pour prendre la salive de quelqu'un. OK. Du coup, tu peux te faire tester n'importe quand en volant pour alcool et cannabis. Et ce qu'on voit par contre depuis 6 mois en France, c'est que les tests salivaires cannabis positifs amènent à des perquisitions à domicile. Et pour l'instant, ça n'a pas été contesté en justice. On a de plus en plus de gens, moi je vois passer sur les réseaux sociaux, pour un test salivaire positif au cannabis, plus perquisition, plus autoculture et ainsi de suite derrière, et du Wow. coup prison, machin. Et ça commence à être un peu grave parce qu'au-delà de la liberté publique, la liberté personnelle de faire pousser, et du coup de ne pas dépendre du marché noir. Tu combats quand même le marché noir quand tu fais pousser ta propre bœuf. Il y a aussi ce truc de j'ai du cannabis dans le sang, mais je l'ai fumé il y a 3 jours. On a exactement les mêmes arguments en France. Et pour l'instant, on n'a jamais réussi à gagner et à faire dire que, parce qu'en France, on n'a pas à partir de 0,01 nanogramme, c'est positif. Il n'y a pas de seuil. Et on n'a jamais réussi à expliquer en justice. Pour l'instant, tous les arguments ont été renvoyés pour dire que c'était une consommation ancienne et que ça ne l'était pas. Et pour le CBD, en fait, entre la weed CBD, enfin le chanvre CBD et le cannabis THC, en France, il n'y a pas de test, mais en Suisse, ils ont des tests pour faire la différence entre le cannabis CBD qui est légal et le cannabis THC qui ne l'est pas. Et c'est un test immédiat, c'est juste un petit réactif, ils mettent un bout de fleur dedans, l'échantillon, si c'est bleu, c'est bon, si c'est rouge, c'est pas bon. Pardon, grosso modo, et ils savent faire la différence. Et ils pourraient le faire avec du 0,2%, en Suisse, c'est 1% de THC, la limite légale. Et ils pourraient le faire avec du 0,2 et savoir si tu fumes du chanvre ou si tu fumes du cannabis. OK. Nice, intéressant. Je voulais savoir aussi dans les autres questions un peu par rapport à la loi, qu'est-ce que un Québécois moyen consommateur, même un Canadien, je devrais dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être faire progresser le dossier, particulièrement des concentrés, des edibles, des vape pens, les produits qui sont pas légaux présentement? Maxime. Mettre dehors Horacio Arruda. Oh shit! Écoute, Ça va être clair. la décision vient de la santé publique, puis pas comme la santé publique. Non, ça vient de la tête de la santé publique, ça vient d'Horacio Arruda, là, carrément. Les vape pens en particulier, là, ça ne passe pas. Puis tu sais, c'est pas pour rien que je pense qu'il s'entend aussi bien que François Legault, là, qui a passé la dernière année à côté de lui à tous les jours. C'est que je pense qu'ils sont sur la même veine. De conservatisme patriarcal. Pas juste un changement pas juste un changement de gouvernement, mais un changement au niveau de certains hauts fonctionnaires de certains départements, je sais même comment ça s'appelle, la santé publique en tant que telle. Oui, c'est la santé publique carrément, c'est la direction de la santé publique qui a cette position-là. Tu sais, je vais faire le parallèle, puis tu sais, encore une fois, je suis pour les mesures sanitaires, puis tu sais, je n'embarque vraiment pas dans le complotisme ou quoi que ce soit, mais tu sais, rappelons-nous, faisons quelques parallèles. Récemment, il y a quelques mois, à tout le moins, là, la santé publique disait hey, les masques approuvés par Santé Canada pour le Québec, attendez, on va les approuver avant. Puis là, les journalistes posaient la question, oui, mes sacrifices sont approuvés par Santé Canada, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Puis la réponse d'Horacio Arruda, c'était c'est pas parce que c'est bon pour le Canada que c'est bon pour le Québec. Ça n'en dit long, ça n'en dit long, c'est le même principe pour les vape pens, ils s'en vendent partout ailleurs au Canada, puis nous autres au Québec, on n'en vend pas parce qu'on a peur. Fait que c'est totalement aberrant, puis là je me trompe peut-être, vous me le dites si je me trompe, mais d'interdire des vape pens,
par la santé publique. Tu enlèves du matériel de combustion dans un liquide de vapoteur, tu vaporises en fait le THC, donc tu as moins d'effets négatifs de fumée pour ta santé, mais tu veux pas qu'on vende ce produit-là. Et de plus, les gens qui veulent des produits comme ça vont se tourner vers un marché noir qui souvent est un produit avec la vitamine E, si je me trompe pas, qui est super nocif pour la santé. Puis tu sais, pour te donner encore plus le portrait de l'illogisme gouvernemental puis de la santé publique sur la question du cannabis, c'est quand on leur soulève, en fait, eux, quand ils soulèvent l'interdiction puis qu'ils essayent de la justifier, ils la justifient en disant la chose suivante, on a vu aux États-Unis la présence des additifs qui font en sorte que les vape pens sont nocifs pour la santé. Puis là, quand tu leur rappelles que ces vape pens-là étaient illégaux et que c'était des vape pens du marché noir, c'est silence radio. Fait que, il y a vraiment autant l'INSPQ et la santé publique essayent de prendre des décisions qui sont toujours basées sur la science, autant qu'il en échappe des solides par bout, puis ça, c'en est un bel exemple. Puis tu sais, je refais encore un parallèle. Toute l'histoire des fameuses, tu sais, la filtration de l'air dans les écoles, où est-ce qu'on dit, oh non, mettez pas vos propres filtrations, on ne l'approuve pas encore, ou tu sais, oh non, on met pas d'argent là-dedans, on ne sait pas encore si scientifiquement ça vaut la peine. On a le seul comité d'experts au Canada qui est venu dire que de mettre de la filtration d'air de maison là, qu'un parent peut acheter puis plugger dans une classe. On est la seule place au Canada où est-ce que nos experts viennent dire « Ah non, ça donne rien ». Dans le reste du Canada, c'est comme « Ben oui, Christy, de bonne idée, ça va filtrer l'air, allez-y ». Puis ici, au Québec, on est tellement meilleurs que nous autres, il faut approuver les masques de... Tu sais, c'est tout ça. On est un peu dans... Ouais, on est dans un carcan de fonctionnaires puis la santé publique. Je trouve ça vraiment particulier de parler de la santé publique. Ça fait un bout que j'en parle, que ça vient de la tête de la santé publique, toutes ces décisions-là. Puis là, tu as le COVID, où est-ce que la santé publique a la tête sur le bio depuis un Christy de bout. Puis, ça se reflète dans l'incohérence de beaucoup de décisions par moment. Puis c'est aberrant, pour vrai. Moi, je me lève le matin par bout, puis je me dis, ouais, je suis pas né dans la bonne province pour faire le métier que je fais, puis pour être dans l'industrie que je suis. Il me semble que je m'ennuie j'aimerais ça être ailleurs par bout. Là. Je te dirais que Aurélien, de son côté, moi, j'ai beaucoup de Français sur mes commentaires, que c'est comme, je déménage au Québec, j'en peux plus, je m'en viens à la France, je suis plus capable, mais bon, c'est un peu la même chose au Québec. Les producteurs, eux, ils veulent déménager ou vendre leurs produits à l'extérieur. La solution, j'ai l'impression... c'est pas pour rien que c'est une province française, quoi. On a vraiment ce conservatisme qui est un parallèle assez drôle entre la France et le Québec au Canada. J'avoue, on est un peu comme ça. Mais j'avoue qu'il y a Sakakouche... Nos catholiques qui font mal. C'est carrément notre bonne vieille emprise de la religion, même. Mais il y a Sakakouche qui a une bonne solution, peut-être pour le Québec. Dans mon chat, ça serait de faire une tartelette portugaise infusée à Horacio Arruda, qui puisse essayer peut-être les bienfaits du cannabis à petite dose dans un edible pour lui faire changer d'idée. On déconne, mais ce qui est dommage, la conversation est tellement le fun, puis le seul truc que moi je trouve dommage, c'est qu'ici on prêche à des comment est-ce qu'on dit? À des convertis. À des vendus, voilà, c'est ça. J'aimerais ça que des gens un peu plus... Des fois, j'ai l'impression que c'est un conflit générationnel. J'aimerais ça que la génération de mes parents ou les baby boomers puis les plus vieux écoutent puis se rendent compte qu'on n'est pas tous justement des incompétents qui sont juste en train de jouer à des jeux vidéo 24 heures sur 24. Là. Ben oui. Puis tu sais, le bout qui est plate, c'est que même si on se mobilise puis qu'on se dit tous « Hey, on va écrire à nos députés », je veux pas bâcher notre belle démocratie, mais à un moment donné, on a fait le tour de ces affaires-là. C'est ça, tu sais. Voter aux prochaines élections, puis d'essayer, d'encourager les députés puis les gens qui mettent ça dans leur programme. Je vois l'heure avancer, puis je veux pas non plus prendre trop de votre temps. Oui, excuse-moi, avant de... Non, j'allais te poser la question. As-tu connaissance qu'il y a un parti politique au Québec qui a ça dans son programme? Moi, personnellement, non. Peu importe pour qui. C'est ça. Mais tu sais, on s'entend que présentement, la politique est aussi monopolisée par la pandémie, puis même moi, je suis prêt à reconnaître que la légalisation du cannabis, c'est important que ça passe en deuxième, là, présentement. Mais quand viendra le temps des élections, j'ai hâte de voir, justement, moi, c'est sûr que je vais en parler, puis j'espère qu'il y a des gens qui vont l'inclure dans leur programme au niveau du provincial. J'aimerais ça, avant, justement, peut-être de conclure, parce qu'on est presque bientôt à 2 heures de votre temps, c'est très généreux de votre part. Si jamais vous avez des questions dans le chat, avant que je libère mes invités, c'est le temps aussi de les poser, je vais me permettre de les poser. Mais... Pour toi, Maxime, puis après ça, j'enchaînerai avec toi, Aurélien, où est-ce que tu vois la situation à peu près pour le Québec par rapport à ton dossier, principalement de la légalisation de la pousse dans 1 an, à peu près? Dans 1 an, écoute, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de est-ce qu'on gagne en cour d'appel ou on perd. Si on gagne en cour d'appel, est-ce que le gouvernement du Québec va amener ça en Cour suprême?
Si la réponse est oui, ben dans un an, on risque d'avoir à peu près la même discussion, mais au niveau de la Cour suprême. Si on perd en cour d'appel, ben c'est sûr que c'est nous qui va amener ça en Cour suprême. Fait que même principe, dans un an, on risque d'avoir la même discussion, à savoir qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on est. Est-ce que le gouvernement va être suffisamment raisonnable pour se faire dire, s'il se fait dire non par la Cour d'appel, pardon, puis de dire, bon, ben OK, on s'est fait fermer la porte par la Cour d'appel, on va-tu aller déranger la Cour suprême pour ça? S'ils sont assez raisonnables pour le faire, ben, tant mieux. Mais je ne fonde pas des très, très gros espoirs là-dessus. Fait que c'est un peu ça. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Est-ce que la SQDC va permettre de mettre de vendre des graines? Est-ce que l'interdiction du 30% et plus de THC, ça va lever un jour? Parce que on s'entend que rendu au bout de 10 ans de légalisation, quand personne va être mort d'avoir consommé du cannabis, puis qu'on va être encore on va être encore plus l'enfant très, 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 très pauvre du cannabis au Canada, alors que tous nos voisins vont avoir une offre de produits qui va être beaucoup plus élaborée. Est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où est-ce que le gouvernement n'aura pas le choix de dire, bon, ben, on se prive d'une belle industrie, puis surtout d'argent dans les coffres de l'État, surtout où est-ce qu'on nous annonce qu'on ne revient pas à l'équilibre budgétaire avant 2027 ou 2030? Pourquoi est-ce qu'on cracherait sur des revenus d'une industrie comme ça? C'est un peu... C'est un peu la question que je me pose, puis que je me dis, ben écoute, est-ce que à un moment donné, tu te dis, le gouvernement est là pour le peuple, mais jusqu'à quel point? Puis le gouvernement est là pour aider son économie, puis à un moment donné, tu te dis jusqu'à quel point il est idéologique dans ce qu'il fait. Fait que c'est un peu la conclusion que je vois dans le dossier des 4 plans. Puis écoute, j'en profite pour faire du pouce parce que j'ai toujours 2 chapeaux maintenant quand je parle. Écoute, tu fais des reviews de produits du cannabis, puis tu as reviewé nos produits. Merci, by the way. Ben, écoute, je lance aux spectateurs que depuis le 8 avril, il y a une baisse de prix qui s'est produite. Puis dans les jours semaines à venir, changement d'emballage, puis avec les surtout terpènes sur changement l'emballage. d'apparence du produit. Yes, terpènes, indication que c'est produit de manière artisanale, puis surtout, on a entendu les commentaires, puis le tri des cocottes est fait, fait que le stock qui va être dans les pots maintenant va être de grosse qualité. Puis, on passe de sac à des pots, c'est ça? Exactement. Que dans les jours, semaines à venir, puis en prime, Mindy va lancer 2 autres génétiques. Je te dirais, d'ici la fin de l'été, on va avoir 2 génétiques sur le marché. Je lance ça comme ça. On veut les strains. C'est quoi? Oui, c'est le constat qu'on fait dans le marché. Puis, je te cacherai pas qu'on est sorti 25 janvier sur les tablettes, puis dans les semaines qui ont suivi, il y a des produits québécois qui sont sortis, des prix moins élevés. Moi, mon constat dans ce marché-là, c'est qu'il faut diversifier nos génétiques. Puis, on a pris beaucoup les commentaires des gens, l'emballage, le prix, le tri des cocottes. Puis, ce qui est cool avec notre partenariat avec Rose, c'est que ces gens-là sont. En tout cas, je pense que tu commences à les connaître. Ouais, ils aiment sont s'adapter. Ouais, c'est ça. Ils veulent que ça marche, puis ils veulent s'adapter, puis ils veulent que les micros aient un marché intéressant. Fait que on a tout pris les commentaires des gens, puis on règle la situation. Fait que là, je faisais mon petit coup de promo. Ouais, tu tournes, mais je sais pas si tu as le droit de le dire, mais ma question était, c'est quoi ces génétiques-là? Moi, je veux le scoop de savoir qu'est-ce qui va être disponible. Écoute, je te lance ça, puis je sais pas à quel point je devrais ou pas, mais en fait, on va avoir un croisement de couches qui est maison, puis qui est plus. Je te donnerai pas la génétique, le nom directement, là, mais dans le fond, on va avoir un couche croisé qui fait de la cocotte un peu plus dense, un peu plus petite, mais très goûteuse, grosse senteur. Puis c'est vraiment un gros indica. Ça, c'est ce qui devrait sortir en premier d'ici, je te dirais peut-être, en tout cas, je vise le début de l'été. Puis on a un deuxième qui va être un croisement de Ghost Trainers avec quelque chose d'autre, qui va faire un hybride, un gros cogneur, écoute, aux alentours de 23-24% de THC. Les terpènes dans le piton, la dernière fois qu'on a testé nos essais, là, notre R&D, on a clenché 4,66% de terpènes. Fait que, tu sais, puis moi, écoute, mes partners sont des gros fumeurs, moi aussi, puis la misère à finir un joint de celle-là. C'est cool. Hâte de voir. Merci pour les scoops. Maintenant, vers toi, Aurélien, j'allais dire 1 an, mais en même temps, je pense que j'aurais plus envie de te dire où tu vois le statut de la légalisation en France, peut-être dans 2 ans ou même quand est-ce que tu vois la légalisation en France. Puis je t'invite également à faire un petit peu comme Maxime, puis à nous parler de tes projets futurs, peut-être de Newsweed ou ce qui s'en vient vers ton site web. Merci. Alors, dans 1 an, nous, on a une élection présidentielle et donc potentiellement Emmanuel Macron qui va se représenter pour un 2e mandat.
Je vais utiliser la même expression qui a été utilisée tout à l'heure, mais c'est vraiment un jet de dés, c'est 50-50, savoir est-ce que le cannabis sera un sujet de campagne ou pas. On a en ce moment une mission d'information par des députés de l'Assemblée nationale qui étudient le cannabis récréatif. Ils l'ont fait pour le CBD avant, ils l'ont fait pour le médical précédemment. Donc c'est dans la continuité de leurs travaux. L'issue de cette mission, ça va être un rendu, un dossier et des recommandations sur ce que la France devrait faire ou pourrait faire. Et charge après aux partis, à tous les partis, de le prendre ou pas dans la campagne. Est-ce que Emmanuel Macron va le faire? On ne sait pas. Moi, j'ai envie qu'il le fasse, hein, bien sûr, avec les bons arguments et pour les bonnes raisons. Mais pour l'instant, il s'est montré très ferme sur le sujet. Et l'évolution se fera, à mon sens, davantage sur... il y avait une question dans le chat, d'ailleurs, qu'est-ce qui manque en France pour légaliser? En fait, il manque du courage. Il manque du courage d'un politicien. C'est uniquement ce qui manque. Parce que sinon, tout le reste est prêt. Il n'y a pas de difficulté outre mesure, même si la population n'est pas d'accord. Les politiques sont là pour l'expliquer et pour évangéliser. Il manque juste du courage d'une seule personne. Ça va vous prendre un porte-étendard, dans le fond, quelqu'un qui va un peu représenter la cause. Comme Justin Trudeau, alors lui, il a hérité des travaux qui avaient été... J'adore, excuse-moi. Justin. Nous autres, on l'appelle plus Justin, mais c'est génial. Excuse-moi. Justin Bieber. Justin Trudeau. Vous n'avez pas l'équivalent de ce qu'on a eu... Au Québec, on a déjà eu le Bloc Pot, par exemple, en fait, qui existe encore, mais vous n'avez pas un parti dédié à ça. Non, on n'a pas un parti dédié. Il y a Normol, qui a Normol France, l'association californienne qui a une antenne en France. Mais on n'a pas un parti politique pro-légalisation. Alors c'est marrant, historiquement, la gauche, elle a toujours été pour en France, les Verts, les écologistes, bien sûr. Là, on a plutôt l'extrême gauche qui l'a pris avec Jean-Luc Mélenchon, qui l'a pris dans son programme. Et en fait, on assiste à un retour du sujet à droite. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est un sujet qui était porté par la droite il y a 20 ou 30 ans. Et ça revient chez les jeunes loups un petit peu, qui ont les dents longues et qui veulent faire carrière. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il commence à être plus libéral que le parti d'Emmanuel Macron, qui est censé être le parti libéral. Ou en tout cas avec une vision libérale de la société. Et en fait, que le parti conservateur commence à être plus libéral que le libéral, ça peut forcer aussi la main un petit peu à Emmanuel Macron et son parti pour dire on ne peut pas se laisser dépasser par des gens qui, normalement, ont des idées un peu plus conservatrices. Ok. Hey, je sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois, on dirait que j'ai une espèce de deux visions. On est rendu tellement habitué à notre légalisation de notre côté, puis j'ai l'impression de revivre mon secondaire puis le début de mon cégep quand je parle avec toi. C'est la situation qu'on avait justement, puis qu'on discutait, puis qu'il fallait se cacher des policiers, même s'ils s'en foutaient, mais bon. Écoute, qu'est-ce qui s'en vient pour ton site web, pour Newsweed, puis tes projets futurs dans les prochains mois de ton côté? Écoute, moi, ce qui s'en vient, c'est moi, mon travail, c'est vraiment de continuer. La seule raison d'être de Newsweek, c'est de diffuser de l'information véridique sur le cannabis. Et c'est pour ça que c'est important que le site continue. Moi, j'espère que du bien, potentiellement que le marché s'ouvre un petit peu, aller chercher des investissements, attirer des investisseurs, faire grossir. Moi, j'ai toujours en vision ce qui se passe avec Leafly, avec Weedmaps, avec des grosses sociétés américaines. Et vraiment développer un média et un business autour de ça, ce que je ne peux pas faire pour l'instant parce qu'il n'y a pas de business réellement. Mais pour Newsweek, en tout cas, ce que je lui souhaite, c'est ça. C'est d'arriver à intégrer un marché légal et avoir sa place en tant que média, mais aussi en tant que plateforme potentiellement technologique et s'insérer dans le marché et offrir des solutions soit pour les patients, soit pour les consommateurs récréatifs un jour. En tout cas, je ne sais pas si tu l'as envisagé, mais si tu réussis à t'exporter dans des médias plus traditionnels, tu as une excellente façon de t'exprimer, tu dois le savoir déjà, mais je te verrais bien défendre un peu la cause, presque au moins parler de la vraie information puis de la vraie actualité dans des télés françaises, puis dans des espèces de démissions thématiques pour faire avancer le sujet, parce que honnêtement... Je suis né pour ça. Hein. Ouais, t'es né pour ça, puis ça paraît. Je te dirais, moi, je vois déjà une belle évolution de mon côté. Je veux dire, les gens commencent à comprendre que mon contenu tourne autour du cannabis, mais j'avais des Français qui débarquaient ici il y a 1 an avec une mentalité très fermée, puis ça commence à s'ouvrir tranquillement, pas vite. Bref, je vous souhaite le courage que tu dis qui manque, et que dans mon chat aussi, il était d'accord avec l'argument, man. Je vous le souhaite en France, man, le courage de la légalisation. Voilà. Voilà. Ça prend du courage économique puis politique. Exact. Sur ces belles paroles, je pense que je vais conclure ça. On arrive presque à 2 heures de votre temps. C'est énorme, messieurs. Je vais mettre, bien sûr, tout le monde, les liens vers leurs différents réseaux sociaux, que ce soit leur site web, leur regroupement, leur groupe de consultants, leur business de production, leur site d'information d'actualité, ainsi que leur Instagram, leur Twitter, s'ils en ont. Allez dans la description de la vidéo, suivez-les, donnez-leur du love, bien sûr.
Merci infiniment, messieurs. Je crois que d'avance, je vous le dis, je vais vous réinviter éventuellement pour soit rediscuter de tout ça, peut-être le côté plus producteur avec toi, Maxime. Je pense faire bientôt une table ronde de producteurs, parler de la situation au Canada. Puis de ton côté, je pense, Aurélien, ça va être un rendez-vous biannuel, peut-être, voir l'évolution un peu de ce qui se passe de ton côté. Merci infiniment, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toi pour l'opportunité. Yes, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Ciao. Bye bye. Merci infiniment à tous ceux qui regardent ça sur YouTube. Je pourrais me ramener plein écran. Si vous aimez ce genre de podcast-là, je vais probablement vous en mettre d'autres qui vont apparaître juste ici. N'hésitez pas à regarder ça aussi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez aimé. Merci à tous ceux qui sont passés sur Twitch également pour participer à la discussion. Puis au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo bientôt.